Chers amis téléspectateurs de Télélumière, bonjour et bienvenue. Nous avons dans notre studio cet après-midi un invité spécial. C'est le professeur Leslie François Maniga. Avant même de commencer notre interview avec le professeur Maniga, je vais passer la parole à Monique Kassamajor qui va nous parler du professeur. Monique. Chers téléspectateurs, le programme de ce jour est modifié dans ses sections diversifiées, si goûtées de notre audience. Cette modification est faite au profit d'un changement d'éclairage politique équilibré, c'est-à-dire basé sur les besoins et les exigences du moment quant à l'évolution de la situation politique en Haïti. Nous vous convions donc, en la circonstance, à l'écoute et à l'entendement, vision et oreille, d'une voix véritable, d'un citoyen haïtien capable, compétent et honnête, d'un homme de bien, dont la vie d'éducateur et d'historien et de politologue est dédiée à corriger les erreurs de nos acteurs politiques, responsables dans le temps, et à compenser les torts que leur direction rocailleuse a causés à nos concitoyens, ce en vue de réintroduire sur la scène internationale les idéaux d'indépendance, de fierté et de dignité qui ont toujours caractérisé notre cher Haïti. Il n'est pas nécessaire d'élaborer sur sa carrière et ses succès tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il a formé des cadres qui comprennent des hommes d'État, des techniciens de première classe et des champions administrateurs qui mènent, sous l'égide de l'intégrité et de la compétence, les affaires d'État dans plusieurs capitales du monde. Il n'a jamais failli de faire rayonner le nom d'Haïti et comme membre d'organisations internationales et comme professeur d'université à Paris, Caracas, Trinidad, Haïti et ailleurs, et il est difficile de ne l'avoir pas rencontré et de ne l'avoir pas suivi dans ses succès à ceux qui s'intéressent au goût du bien, à l'éducation, à la légalité des choses, à la recherche de la sensibilité politique et à la conviction de la foi patriotique pour le triomphe du bien-être généralisé dans un état de droit. Il est brillant et recherché dans ses relations personnelles comme conseiller et ami de chefs d'État. Et ce n'est pas sans raison qu'en cas de trouble, certaines organisations hémisphériques le désignent et le consultent pour sa sagesse, sa philosophie du droit régional et ses connaissances pour une interprétation en considération géopolitique en vue d'une sortie de crise. En parlant de sortie de crise et en tenant compte de ses écrits de longue date, soulignons que viennent de paraître et considérés comme succès de librairie, best-seller, disons-nous, Une seule voix pour deux voix, un seul livre pour deux rêves et la crise haïtienne contemporaine. Deux livres qui embrassent et couvrent objectivement les problèmes d'Haïti ensemble avec des solutions programmatiques pour une prise de conscience citoyenne afin de recaser Haïti à l'échelle des nations à l'occasion du nouveau millénaire. Sans être plus long, nous sommes honorés et privilégiés de vous présenter, chers amis, un homme droit et vertical, la réserve du pays, le recours, l'alternative, le premier président constitutionnellement élu sous l'égide de la Constitution de 1987, le professeur Leslie François Maniga. Bonjour, professeur Maniga. Bonjour, merci de cette présentation élogieuse. J'essaierai, comme chaque fois que j'ai l'occasion, de mériter les éloges qu'on vient de me faire. Mais en tout cas, disons que nous sommes des hommes de bonne volonté à la recherche d'une solution nationale pour le peuple haïtien. Monsieur le professeur, pouvez-vous brièvement brosser l'état de la situation politique en Haïti et les possibilités de sortie de crise suivant le concept de la légalité des choses?
bien vaste question. Évidemment, nous sommes tout de suite avec cette question au cœur de la tragédie haïtienne. La situation politique, il faut d'abord la définir. Pour nous, et pour ceux qui sont sérieux par le problème politique, les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques, comme nous l'avons adopté comme devise pour le Centre humaniste démocratique en action, le CHUDAC. Donc, il s'agit de problèmes d'ensemble de la population haïtienne. Non pas seulement d'un jeu de politiciens, parce que le jeu politicien chez nous est ridicule, triste et impuissant. Mais derrière ce jeu ridicule, triste et impuissant, de marionnettes finalement, parce qu'au fond, le décideur haïtien à l'heure actuelle n'est pas à l'intérieur du pays, mais est à l'extérieur, il dicte de l'extérieur la trajectoire du pays. Mais derrière ce jeu politicien, il y a un problème beaucoup plus important qui est le problème de la collectivité haïtienne. Où en est le peuple haïtien? Où en est la société haïtienne? Eh bien, il faut le dire tout de suite, nous sommes au milieu d'une détresse inédite dans l'histoire d'Haïti. Nous sommes, je le disais dans un des livres auquel tout à l'heure on faisait référence à la présentation, nous sommes au milieu d'une catastrophe qui végète. Et c'est là le drame. Parfois, on se trouve en période de crise. Mais on se dit, bon, la crise est passagère. C'est un moment aigu de détresse, de souffrance, mais immédiatement, une intervention de choc permet de rétablir le malade et de lui rétablir sa santé. C'est-à-dire que chez nous, nous pataugeons dans une crise depuis plusieurs années. Les gens croient que la crise date de 90 à cause d'Aristide ou de 94 avec l'intervention étrangère. Pas du tout. C'est une crise qui date d'avant. On dit 86 chute de Duvalier, mais non. La crise réelle d'Haïti, la crise profonde, la crise des structures de la société haïtienne date du début du siècle. Et elle est très simple à définir, très simple à comprendre. À la fin du siècle dernier et au début de ce siècle, un certain nombre de pays sont passés de ce qu'on appelle une société traditionnelle à une société moderne. Voilà le grand passage. Or, Haïti était indépendant depuis 1804. Donc, Haïti, comme pays indépendant à la fin du siècle dernier et au début de ce siècle, a confronté le même problème. Comment passer d'une société traditionnelle, celle que nous avons créée à partir de l'indépendance, celle sur laquelle nous avons vécu à travers le 19e siècle, mais qui ne pouvait plus satisfaire les besoins de la population. Comment passer de cette société-là, qui a donné des résultats en son temps, mais qui est entrée en crise, qui ne pouvait absolument plus satisfaire non seulement les besoins primaires, les besoins secondaires, les besoins tertiaires de la population. Il fallait changer. Il fallait moderniser ce pays. Des hommes se sont dévoués pour moderniser le pays. Ils ont échoué, si bien que la société moderne n'est jamais arrivée à pénétrer en substitution de la société traditionnelle qui, elle, est en crise. Donc la crise de la société traditionnelle a continué jusqu'à l'heure actuelle, une crise qui pourrit en quelque sorte, sans pouvoir céder la place à une véritable société moderne pour tous les Haïtiens. Et je m'explique. Bien sûr, certains Haïtiens connaissent la modernité. Étant donné que la société haïtienne a été toujours fondée sur deux segments fondamentaux, tout était fragmenté. Un segment minoritaire, privilégié, qui vit à l'heure de son temps, qui a les moyens pour cela. Et ce secteur a accès à la modernité. Mais ce secteur est infime. Quand je dis infime, à l'étranger, on ne réalise pas, on pense qu'on nous parle de 20%, 30%, pas du tout. 4 à 5% de la population. Comprenez bien le drame. On parle d'alphabétisme, on parle de besoins ordinaires, comment ils sont satisfaits, mais prenons des éléments à titre d'exemple. Nous sommes dans un monde d'aujourd'hui où la télévision est un phénomène banal. Dans les sociétés développées, il y a plusieurs appareils de télévision dans une seule maison, pour les différentes positions quelconques, pour les différents moments de la vie quotidienne. Arrivé chez nous, qui a accès à la télévision chez nous? Moins de 10% de la population. La radio, phénomène banal. La révolution de la radio, le transistor. Mais à peine la moitié de la population a accès aux émissions radiophoniques. Il faut bien comprendre. Bon, on parle maintenant d'antenne parabolique. Une antenne parabolique est une rareté en Haïti. Ce sont les privilégiés extrêmes qui ont accès à cela. Donc, une infime minorité peut se dire, nous participons à la modernité. Donc, pour ce secteur de la population, Haïti est entré dans la modernité. Mais pour l'immense majorité de la population, non. Écoutez, l'eau courante
est un privilège à l'heure actuelle en Haïti. J'aime dire, pour comprendre le drame de la population haïtienne qui fuit Haïti pour venir dans les pays plus développés à la recherche d'une vie meilleure, j'aime dire ceci, que prenons un homme du peuple haïtien qui vit en Haïti. Si nous ne changeons pas les conditions pour ce peuple, parce que c'est ça l'objectif fondamental de notre combat, changer la vie de ce peuple. Mais si nous ne changeons pas la vie de ce peuple, tant que nous ne changeons pas la vie, quel est l'espoir, quel est l'horizon de cet homme du peuple en Haïti? Il ne pourra jamais avoir un réfrigérateur dans sa maison. Il mourra sans avoir un réfrigérateur dans sa maison. Il ne pourra jamais avoir une voiture. Il ne pourra jamais avoir un appareil ordinaire pour jouer des disques, etc. Des choses qui sont absolument banales. À la portée de n'importe quel ouvrier dans une société moderne, chez nous, c'est un interdit. Il lui faut partir pour avoir droit, pour avoir accès à ces biens. Ce n'est pas concevable. Donc la société moderne, avec ce qu'elle permet comme condition nouvelle d'existence, cette société moderne n'existe pas pour la majeure partie de la population haïtienne. C'est pourquoi je dis, quand je parle de modernité en Haïti, il y a des îlots, ça et là, il y a des enclaves de modernité. Mais la société haïtienne n'est pas arrivée encore à l'âge de la modernisation. C'est l'urgente nécessité pour nous de faciliter l'accès du plus grand nombre aux conditions modernes de vie à l'heure actuelle. Alors la crise, c'est ça fondamentalement. C'est le fait que la majeure partie de la population n'a pas accès aux conditions décentes, modernes de vie humaine. Nous sommes au niveau de la pauvreté, au niveau, je veux dire, en dessous du niveau de la pauvreté absolue, c'est-à-dire le coût de l'homme chez nous n'est pas assuré. Et c'est ça, la crise profonde. Maintenant, face à cette crise profonde qu'il y a depuis le 19e siècle, depuis le début de ce siècle, fin 19e, début de ce siècle, sous cette crise profonde qui est une crise de structure, crise de la société traditionnelle, crise de modernisation, se sont greffées d'autres crises, évidemment, des crises plus récentes, plus modernes. Par exemple, la crise de la démocratisation haïtienne. C'est clair. Alors là, nous sommes entrés, avec la chute de Duvalier, dans une phase où nous disons, on va démocratiser le pays. C'est l'aspiration du plus grand nombre. C'est la grande fête du 7 février 1986. Plus jamais la dictature. Vive Haïti libérée. C'est ça l'aspiration. C'est ça le rêve. Or, après 10 ans, où en sommes-nous? Le rêve qui était un projet pour ceux qui ont lutté contre Duvalier, ce rêve est devenu une utopie. Nous n'avons pas de démocratie chez nous. Jusqu'à l'heure actuelle. Il est de bon ton dans la presse étrangère, parce que c'est dans l'intérêt de certains gouvernements étrangers qui sont intervenus chez nous, de dire qu'on a restauré la démocratie chez nous ou instauré la démocratie chez nous. Mais c'est absolument faux. Il n'y a pas de démocratie à l'heure actuelle en Haïti. C'est évident. Le processus de démocratisation n'a pas été enclenché de manière soutenue, continue et heureuse. C'est ce qui explique qu'il y a une crise de ce processus. Imaginez-vous un pays où on est en démocratie, et alors qu'est-ce qui s'y passe? Vous regardez la situation actuelle. Je ne suis pas venu avec vous pour critiquer un gouvernement, ce n'est pas mon propos. Je suis un patriote qui cherche le bien du pays. Je ne cherche pas l'occasion ou la jouissance, comme chez certains leaders politiques, de pouvoir dire du mal de nôtre. Pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Je serais heureux ici, devant cette caméra, pour le public haïtien, de pouvoir dire les choses vont bien en Haïti, nous avons la démocratie, enfin, nous sommes soulagés. Je serai le plus heureux des hommes, même si c'est Préval qui est au pouvoir. Mais malheureusement, si je disais qu'il y a une démocratie en Haïti, je perdrais mon sérieux, je perdrais le crédit dont je jouis. Il n'y a pas de démocratie en Haïti. Écoutez, regardez simplement le régime. Le régime est monolithique, nous avons un seul parti au pouvoir. Il n'y a pas de pluralisme. Les autres partis politiques ne sont pas des partis prenantes à l'heure actuelle dans le jeu politique, dans le jeu du pouvoir politique. Il n'y a pas de démocratie. C'est l'absence de pluralisme. Regardez les pouvoirs. Les pouvoirs ne sont pas indépendants. Les pouvoirs dépendent tous du pouvoir exécutif. Il n'y a pas de 3 pouvoirs chez nous à l'heure actuelle. Il y a un pouvoir exécutif monolithique qui décide de tout. Même mieux, aller dans la vie quotidienne. Les arrestations se font de manière arbitraire. On pouvait les faire de manière légale.
On ne le veut pas parce qu'on veut démontrer qu'il n'y a qu'un pouvoir et le pouvoir faire ce qu'il fait est définitif. Donc, au lieu d'arrêter quelqu'un selon les mandats réguliers, selon les procédures légales, on arrête illégalement pour montrer que le pouvoir est là. Autrement dit, on est encore en dictature. C'est la mentalité qui avait prévalu à l'époque de Duvalier. Regardez les gens, la justice demande leur libération. À un niveau quelconque, au niveau du commissaire, au niveau du juge, etc. Et on les maintient en prison. L'exemple que j'aime donner, parce que c'est un exemple qui montre ce dont je parle, qui illustre ce dont je parle. Un homme fait une intervention à la télévision, à la limite de l'acceptable. Je le reconnais de son objectif, je le reconnais. Préconisant presque la violence pour changer la situation haïtienne. Bon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de faire une enquête, de manière à voir si cet homme a les moyens de ce qu'il dit, s'il a commencé à faire quelque chose de manière à utiliser contre lui les recours que donne la loi. Mais non, on l'arrête. Sans enquête. On l'arrête illégalement, on le met en prison. Il fait des mois en prison, contrairement à la loi. Des mois en prison. Protestation, malaise, comment se fait-il qu'un homme politique soit en prison, non, il n'y a pas de grief contre lui, son procès ne continue pas malgré le titre général de complot contre la sûreté de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut le libérer. Bon, le libérer signifie quoi? Signifierait qu'on corrige une illégalité. Ce serait bien. Mais comment le fait-on? On le met dans un avion, on l'envoie à Miami. Or, la Constitution interdit l'exil. Donc, pour résoudre un problème, pour corriger une illégalité, donc chercher une formule, une solution à un problème réel, on dirait oui, on est d'accord, enfin on va le libérer, on va retourner à l'égalité, on le met dans un avion, on l'envoie en exil. Autrement dit, on commet une inconstitutionnalité. Voilà le genre de choses. Maintenant, on peut aller dans tous les domaines de la liberté, des libertés fondamentales. Par exemple, je viens d'apprendre, en mon absence du pays, qu'on a posé les scellés sur Télé 13. Raison technique, évidemment, on trouve à toutes les techniques, mais c'était la station la plus critique du gouvernement. Ce n'est pas par hasard que c'est cette station qui a été fermée par le pouvoir, atteinte à la liberté d'expression. Mais même avant, à l'époque d'Aristide, il y avait eu un moment important, un avertissement, où tous les journalistes de la salle des nouvelles ont démissionné en bloc, parce qu'on leur demandait de déformer les nouvelles de manière à présenter les choses de manière favorable au gouvernement et défavorable aux indépendants et aux opposants. Ils ont tous démissionné en bloc. C'était un fait, c'était un avertissement de l'allure que devait prendre le gouvernement. Nous sommes dans un régime qui conçoit que au pouvoir, tout ce qui existe et hors du pouvoir, rien. C'est la définition même de l'ancien régime dictatorial. Donc, le processus de démocratisation, hélas, échoue à l'heure actuelle en Haïti. Il faudrait trouver un moyen pour le rétablir, pour y retourner. Et c'est le problème fondamental politique d'Haïti. Comment retrouver le chemin de la démocratisation? C'est à cette phase que nous sommes. Or, comme au niveau économique, le pays est en difficulté, comme au niveau social, le tissu social est totalement déchiré. Comme au niveau moral, c'est la dépravation la plus effrénée qu'on ait jamais connue. C'est un phénomène de décomposition. J'emploie un mot très fort, c'est un phénomène de pourriture qui, à l'heure actuelle, s'étale et se déploie en Haïti. Vous savez, les normes, les principes, les valeurs morales sont ignorées. Si quelqu'un, à l'heure actuelle chez nous, essaie de faire triompher ces normes, on le regarde comme un extraterrestre. D'où vient-il? Ce qui est important, c'est de faire un argent. L'haïtien dit faire un business. Faire ce business signifie que du moment qu'on fait de l'argent, on est intelligent. Quand on ne fait pas, on est bête, on est ridicule, on ne comprend pas le jeu, on ne comprend pas. Et alors, c'est ça le drame. Là où devait y avoir transparence, il y a corruption. Et cette corruption, attention, ce n'est pas l'opposition qui la dénonce. Ce sont les gens même à l'intérieur du régime lavalassien qui chaque jour, révèlent, dévoilent un scandale. Ce sont les gens de Lavalas, les gens qui sont arrivés au pouvoir de Lavalas, les gens qui déclarent à la télévision qu'ils ont mis leurs mains dans le sang pour le gouvernement. Je cite, c'est une citation, ce n'est pas moi qui m'exprime.
L'homme a été à la radio, à la télévision, dire moi-même, moi mettez même dans 100 pour le gouvernement. Donc, l'aime parler, attention. Et avec un courage incroyable, avec, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, parce que moi-même, je suis décontenancé de un phénomène pareil. Le type, objectivement et honnêtement, dénonce les scandales. Et il arrive jusqu'à dire, je ne sais pas si ça vous est arrivé jusqu'à vous, mais si c'est arrivé jusqu'à vous, vous devez réfléchir à ce que ça signifie. Il arrive jusqu'à dire, si on a besoin de trouver les grands mangeurs, les voleurs, les assassins, les trafiquants de drogue, c'est au palais national qu'il faut aller les chercher. C'est un homme du gouvernement. Ce n'est pas un opposant qui le dit, c'est Mano Charlemagne, maire de Port-au-Prince, qui le dit. C'est le sénateur Sabala qui révèle le scandale des avions, puis l'affaire des 20 millions de Taïwan, et ainsi de suite. Ce sont les hommes du pouvoir qui eux-mêmes disent le niveau de corruption qu'on a atteint sous ce régime. Alors nous n'avons rien à dire, nous n'avons qu'à écouter quand nous apprenons. Moi, j'avoue que je ne savais pas que la corruption était à ce point étendue au sein du régime lavalassien. Je ne pouvais pas le concevoir, parce qu'au départ, ils sont venus contre la corruption. Et c'est là que je dis quelque chose qui me paraît fondamental. Et j'aime que mes compatriotes réfléchissent à ça. Nous dénonçons Duvalier, nous combattons Duvalier. Pourquoi? Parce qu'il faisait des crimes, parce qu'il faisait des abus de pouvoir, parce que c'était le régime de la corruption. Ok, nous sommes contre, c'est correct. Nous avons tous lutté contre. Mais si nous arrivons au pouvoir à notre tour, comment, après avoir condamné le crime, condamné les abus de pouvoir, condamné la corruption, nous nous mettons au pouvoir à faire des crimes, des abus de pouvoir et de la corruption. Au nom de la lutte contre la corruption, nous sommes corrompus. Au nom de la lutte contre l'abus de pouvoir, nous faisons des abus de pouvoir. Mais c'est ce que nous constatons, et c'est pourquoi je dis, il y a quelque chose, je m'excuse d'employer l'expression, mais je ne l'emploie pas dans un sens mystique moi-même, je suis un scientifique. Mais je dis qu'il y a quelque chose de maléfique dans le pouvoir haïtien. Parce que les gens arrivent avec un mot, avec un dire, ils disent voilà, c'était pas bon, on va faire différemment, on va mettre à ça. Et puis ils arrivent au pouvoir, et il faut exactement ce qu'ils reprochaient aux autres, c'est que leur a permis de condamner les autres et de les mettre hors du pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Comme disaient les classiques, vous savez, moi j'aime pas beaucoup citer la littérature, mais nous deux fois ça m'arrive. Comment en un plan vil, l'or pur s'est-il changé? C'est ça le drame du mouvement Lavalas. Comprenez bien? Et nous pouvons le dire d'autant plus nous autres que nous n'avons jamais montré d'hostilité frontale contre le père Aristide et le mouvement Lavalas. Jamais. Si quelqu'un peut trouver des textes où nous nous lançons dans la curée contre Aristide, contre le mouvement Lavalas, qui nous les apporte et nous confond. Pourquoi? Parce que nous avons adopté une attitude très tôt vis-à-vis du mouvement lavalassien. Très tôt. Pendant la campagne de 86-87, je me souviens d'une interview que j'ai donnée à Radio Métropole devant 4 journalistes. Et l'un de m'a posé la question, qu'est-ce que vous pensez du père Aristide? Qui à l'époque n'avait pas l'envergure pour devenir un candidat à la présidence, il ne voulait même pas le devenir. Et j'ai répondu ceci. Aristide, un porte-parole. Le porte-parole des revendications populaires. Aristide, un exutoire. L'exutoire, par quoi passent toutes les revendications, toutes les souffrances injustes dont ce peuple a été victime. Et ce qu'il dit correspond à quelque chose à quoi il faut faire attention, car cette société est trop injuste. Il y a dans la société haïtienne des inégalités inacceptables. Et nous autres du RDNP, nous avons toujours pris position contre ces inégalités. C'est pas parce qu'Aristide maintenant les exprime que nous serions contre Aristide. Il dit des choses que nous disions avant lui. Il le dit d'une autre manière. Il le dit d'une manière qui, reconnaissons-le, a pris les tripes, le cœur, les entrailles du peuple, beaucoup plus que nous. C'est clair, nous le reconnaissons. C'est pourquoi il y a eu un phénomène là-bas, c'est incroyable, etc. Mais ce qu'il disait était ce que nous disions avant lui. Le thème tout le monde sait, tout le monde sait que c'est un slogan du RDNP, qui est devenu le titre d'un livre d'Aristide, un thème de propagande, etc. Ensemble. Nous disions ensemble. Lui, il dit deux ensemble. Moi, nous disions trois, mais c'est la même chose, c'est l'idée de l'union, de la solidarité pour sauver ce pays. Ensemble, nous forts, etc. Mais c'est une idée de RDNP. Donc, nous étions pour la protestation sociale d'Aristide, au nom de la justice sociale, en faveur du peuple qui a trop souffert dans ce pays.
Mais nous disions aussi, et je me souviens très bien, nous avons dit attention, une fois que nous le reconnaissons, nous disons attention, l'homme, l'individu, son coefficient individuel. Un, nous le disions déjà. Deux, les méthodes et pratiques qu'il préconise comme remède au mal haïtien, comme solution. Ceci ne peut pas résoudre le problème haïtien. Donc Aristide n'est pas la solution à la crise haïtienne. C'est la raison pour laquelle nous devons nous dissocier de lui. Non sur sa protestation, qui est fondée, mais sur lui comme remède, nous disons non, il n'est pas la solution à la question haïtienne. Voilà la position que nous avons prise dès le début. Et que nous avons continué à prendre jusqu'à aujourd'hui. Et le peuple haïtien aujourd'hui se rend compte à quel point nous avions analysé la situation avec lucidité. Parce que finalement, qu'est-ce que nous avons eu? On a eu le mouvement de la valation au pouvoir. Ça n'a pas été la solution. Nos problèmes n'ont pas été résolus. Non seulement ils n'ont pas été résolus, on ne pouvait pas être résolus en 5 ans. Soyons sérieux, soyons justes, ne soyons pas malhonnêtes. Mais au moins, on aurait pris la direction de la solution. On verrait un pays engagé dans cette solution. On verrait des changements réalisés en ce qui concerne le négatif et ensuite sur le positif. On va dans la direction. C'est ce qu'on a vu, je m'excuse de le dire, c'est pas par immodestie ni par vantardise, c'est ce qu'on a vu sur notre gouvernement quand nous étions au pouvoir. On n'a pas changé Haïti, mais tout le monde a vu de quelle direction nous allions, comment nous avions commencé le programme de changer la vie en Haïti. Et tout le monde a dit, ah voilà, c'était sérieux, voilà une équipe sérieuse au pouvoir et qui va dans la bonne direction. Mais c'est ça le problème. Depuis qu'on nous a renversés, malheureusement pour le pays, on voit que le pays ne fait que décliner, perdre sa boussole, entrer dans une détresse extraordinaire. Le peuple haïtien, mais ce peuple qui a suivi le mouvement Laval, c'est qui aujourd'hui est déçu. Mais il a raison d'être déçu, car on ne comprend pas, on ne voit pas une lutte frontale contre la vie chère. Oh, la vie chère, c'est le premier problème du peuple haïtien. C'est le premier problème à l'heure actuelle du peuple haïtien. On ne comprend pas. Mais moi, j'avoue que je reste à me poser des questions. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une priorité de programme dans la lutte contre la vie chère? Nous avions attaqué le problème de front avec la question du sol de blé, la question des importations de riz, avec la question du panier de la ménagère. Comment se fait-il qu'il y a une absence de politique réelle, efficace contre la vie chère? Je ne comprends pas. On ne comprend pas. Or, la vie chère, c'est le premier problème. Maintenant, écoutez, chaque fois qu'on parle d'alphabétisation, c'est le grand dada. Campagne d'alphabétisation. Voilà 6 ans, 10 ans qu'on parle de campagne d'alphabétisation. Quel est le résultat? On a su, avec stupeur, que des valeurs énormes avaient été confiées à des organisations populaires ou à des individus pour faire l'alphabétisation, alors que le ministère de l'alphabétisation dispose de 2 millions de gourdes. Et des organisations ont reçu 600 000, 700 000 dollars pour faire l'alphabétisation. C'est-à-dire que l'argent de l'alphabétisation était détourné vers d'autres fins politiques, parce qu'ils avaient la priorité au militantisme. Quant au problème de la gestion des affaires publiques, quand on dit on préfère le militantisme à la compétence, on a tout dit. On a tout dit, c'est-à-dire qu'on ne va pas résoudre les problèmes, puisque les militants sont intéressants, ils sont vos partisans. Mais s'ils sont incompétents, comment peuvent-ils contribuer à gérer quelque chose ou à résoudre un problème? Alors, le drame d'Haïti, c'est que donc, nous sommes dans une crise au cours de laquelle le pays entre en déliquescence. Comme nous dit en créole, son pays délala. Alors qu'il faut une intervention maintenant, une intervention sérieuse, pour faire face à la gravité de la crise, eh bien, on continue à des demi-mesures, on continue à des absences de mesures, on continue à des favoritismes, etc. Il n'y a pas de direction. On parle de restaurer l'autorité de l'État, mais restaurer l'autorité de l'État, c'est pas d'arrêter arbitrairement. Restaurer l'autorité, c'est donner à l'État les moyens d'accomplir son devoir qui est d'aider à la solution des problèmes fondamentaux du pays, à la satisfaction des besoins fondamentaux du peuple. Maintenant, attention, je réponds longuement, mais j'ajoute une dimension importante. J'ajoute une dimension importante, c'est que la crise n'est pas seulement interne en Haïti. La crise est dans nos relations extérieures, dans nos affaires internationales. Car écoutez, Haïti a toujours été un petit pays. Haïti a toujours été un petit pays dépendant, un petit pays pauvre, un petit victime de ce qu'on appelle la politique de puissance, de nos grands États hégémoniques. Bien, ça a toujours été le cas. Mais jamais la soumission à l'étranger
n'a atteint ce niveau en Haïti. Jamais le diktat de l'étranger n'a eu cette efficacité rapide. On voit un ambassadeur entrer en contact avec des parlementaires pour demander leur vote, pour solliciter leur vote. D'autres disent, moi je n'ai pas les preuves, mais c'est ce que je dis en Haïti, pour acheter les votes. Écoutez, c'est dramatique. On a des troupes étrangères chez nous, occupant le pays, et puis là, ils se discutent, sommes-nous occupés, oui ou non? Et certains disent, mais non, c'est pas une occupation. Alors, je ne sais pas, les mots ont perdu leur sens. Quand il y a une présence de troupes étrangères contrôlant la vie nationale, assurant soi-disant la sécurité générale, mais troupes venues de l'extérieur, qui ont envahi le pays, qui ont une autorité étrangère, qui gère au niveau global les affaires du pays, là, ils se discutent savamment. Il y a eu une journée de débat, de colloque. Sommes-nous occupés? Et beaucoup ont conclu que ce n'était pas une occupation. Alors que la CNN... Alors, je dois préciser, le professeur Maniga, ma deuxième question, c'est justement comment faut-il pénétrer l'âme patriotique de l'élément moyen haïtien et sur quoi doit-il se baser pour choisir un dirigeant de pays? Bon, alors là, évidemment, vous me faites faire une transition. Mais je termine avec mon exemple de la CNN parce que c'est intéressant. Alors, les Haïtiens disent ne sont pas occupés. La CNN, que la CNN montrait l'invasion d'Haïti en 1994, c'était septembre, c'était marqué US Occupation of Haiti. Donc, les Américains disaient voilà ce que nous faisons, et les Haïtiens disent c'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Oh non, c'est incroyable à quel niveau nous sommes arrivés au niveau de la conception de l'intérêt national haïtien. Alors vous me dites maintenant le problème de l'âme haïtienne, comment atteindre l'âme haïtienne. Comment faut-il pénétrer l'âme patriotique de l'élément moyen pour que nous ayons des dirigeants. Oui. Et sur quoi doit-il se baser pour choisir un dirigeant de pays? Moi je vais vous dire, je vais vous répondre d'une drôle de façon. Une façon qui va vous étonner. Je vais vous répondre, je dis, c'est la raison pour laquelle je suis optimiste en ce qui concerne l'avenir d'Haïti. Et je m'explique. Il y a une période de civisme en Haïti, c'est évident. C'est clair. Mais qu'est-ce qui reste en Haïti? Il reste en Haïti un certain nombre de choses qui ne meurent pas facilement. Je vais commencer par le dernier de ma liste d'éléments qui font qu'il ne faut pas désespérer du pays et du patriotisme haïtien. Je parle de l'expérience que font les Haïtiens à l'étranger. Les Haïtiens n'aiment pas dire cela. Mais moi, je suis un homme franc et direct. Et je dis ceci. Ceux qui ne sont pas patriotes, c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas Haïti, qui ont dit « Ah bon, moi, je me quitte le pays, je me quitte le net, tant pis pour les balles d'eau, etc. » Au bout de quelques années d'expérience à l'étranger, qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment ils parlent? Ils repensent au petit pays et ils pensent à y retourner dans leur vieillesse, ou ils essaient d'y retourner pour les vacances, certains pour le carnaval, d'autres pour aller voir faire des affaires. Pourquoi? Parce qu'il faut dire cela, il faut le dire avec force. L'Haïtien qui va à l'étranger, je risque une statistique. Sur 100 Haïtiens qui partent d'Haïti, quelles que soient les conditions, pour s'établir à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe au bout de 5 à 10 ans? Eh bien, au moins 90 d'entre eux repensent à Haïti. Vous savez pourquoi? À cause des conditions d'insertion de la communautés étrangères. Car l'Haïtien a beau réussir matériellement, certains d'entre eux, par rapport à ce qu'ils ont laissé au pays, c'est clair. Mais l'Haïtien est-il intégré dans la société étrangère où il va? Mais non. Mais non. Aux États-Unis, au Canada. Mais l'Haïtien est enfermé dans son monde haïtien. Je ne dis pas nécessairement un ghetto, parce que quand même, avec la diversité, avec l'étalement, etc., on n'a pas le sentiment de ghetto, mais il y a le sentiment qu'on vit quand même dans un monde qui n'est pas le sien. L'intégration ne se fait pas pour de multiples raisons. Il y a la langue. Bon, il y a des gens qui excellent dans la langue anglaise, c'est entendu. Mais très souvent, quand on parle entre soi, on parle créole tout de suite. C'est plus familier. On sent quelque chose là. Ou bien on garde ce français parce que ça donne une espèce de petit prestige, de dignité, de moi francophone, etc. On n'est pas d'emblée dans la société à cause de la langue. On n'est pas d'emblée dans la société à cause de la couleur, à cause de la peau, à cause du racisme. C'est une société
est évident. Bon, pas raciste à un degré extrême au point de l'apartheid de l'Afrique du Sud avant Mandela, mais c'est une société raciste, c'est évident. Dès que j'arrive aux États-Unis, c'est là la grosse différence que j'ai quand je vais en Europe, et encore l'Europe est en train de changer dans le mauvais sens aussi, dans le même sens que les États-Unis, malheureusement. Mais quand on arrive aux États-Unis, tout de suite, il y a les quartiers noirs, les quartiers blancs, la télévision pour les noirs, les Howard noirs, etc. On sent tout de suite une séparation de fait, même s'il n'y a plus de barrière. Eh bien, c'est clair que l'haïtien, finalement, et puis il y a le climat aussi, même des petits éléments, le climat, l'hiver. Quand il était d'haïtien, me disent, ah, même pas hiver ça, même qui va ça, l'hiver privé. Oh, mais hiver privé. C'est là qu'un cri. L'haïtien pense à chez lui. Ensuite, il y a les coutumes haïtiennes. L'éducation des enfants pose un problème pour presque toutes les familles, à cause du milieu. Mais certaines familles voulaient même envoyer leurs enfants en Haïti pour aller dans les écoles haïtiennes, plutôt que de rester ici, à cause des mœurs qui sont différentes. Et puis, il y a la culture haïtienne. Quand les Haïtiens veulent s'amuser, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont dans un bal haïtien. Pourquoi les orchestres haïtiens ont tant de succès à l'étranger? Beaucoup plus que chez nous. Mais c'est parce que précisément, c'est là que l'haïtien retrouve sa musique, sa culture, sa cuisine. Hier soir, je suis invité dans la branche régionale. Et on a un meeting de la branche régionale. Eh bien, la dame qui nous reçoit nous a préparé un maïs à pois rouge délicieux. Mais il fallait voir notre contentement, nous tous. Nous nous rencontrions autour d'une chose haïtienne. On n'a pas besoin de parler de ça. On en jouit. C'est une réalité haïtienne. On maintient Haïti à l'extérieur. Mais c'est ça, moi je dis que c'est ça qui est un point fondamental. C'est que même quand l'haïtien vit à l'extérieur, dans de meilleures conditions matérielles, sa psychologie, son cœur, son esprit demeure attaché à ce petit pays. Maintenant, la question que vous m'avez posée a un élément beaucoup plus fondamental. Former l'haïtien moyen, c'est pour pas laisser ça à l'expérience, à l'étranger, pas du tout. Il y a le problème de l'instruction civique. On a abandonné l'instruction civique dans ce pays. Depuis Duvalier, on a abandonné l'enseignement du civisme en Haïti. Il faut réinstaurer l'enseignement du civisme, mais avec de nouveaux moyens. Avec les moyens que donne aujourd'hui l'électronique, avec l'image, avec l'appel à la culture, avec tous les progrès que l'information a réalisés, que les médias ont réalisés. Il faut redonner à l'haïtien le sens moyen, le sens de l'haïtianité. Je ne crois pas que ce soit difficile, car Haïti a une culture qui résiste à l'absorption totale, à la digestion totale. Il faudrait parler du créole et tout ça. Il faudrait parler même du vaudou, parce que le vaudou, il faut l'envisager de manière complexe, parce que c'est une réalité complexe. Il y a des aspects positifs, il y a des aspects qui sont des aspects arriérés. Il faut avoir le courage de le dire aussi. Mais en tout cas, il y a au moins l'âme haïtienne, une partie de l'âme haïtienne qui s'exprime à travers cette religion populaire. Autrement dit, moi je ne désespère pas du pays du tout. Je dis simplement que la tâche à faire est immense. Il ne faut pas s'étonner que le peuple se trompe. Des individus se trompent. Le peuple peut se tromper. Le drame, c'est que quand le peuple se trompe, c'est tout le pays qui en pâtit. Ce sont des souffrances collectives énormes. Ce sont des erreurs qu'il est difficile de réparer. Évidemment, mais les gens disent, bon, nous t'es quoi? Nous t'es sincèrement derrière lui, ça te dit nous t'es ouais, c'est ça, et puis il dit trompez-nous. Bon, eh bien le peuple s'est trompé. Alors moi, ce que je dis à l'heure actuelle, je dis, ok, on est déçus, je comprends ceux qui sont déçus. Parce qu'ils avaient placé sincèrement leurs espérances et leurs rêves. Bon, allons au-delà de la déception, car Haïti ne s'arrête pas à une déception. Haïti ne s'arrête pas à un homme. Haïti existe, les problèmes existent. Il nous faut continuer à lutter pour changer ce pays, à sauver ce pays. Donc, maintenant, fini la plainte sur la déception, c'est déjà du passé. Passé récent, mais c'est déjà du passé. Regardons l'avenir, ça n'a fait ensemble avec le pays à Kounia. Quel est le nouveau terme du problème? Voilà comment nous le voyons. Et nous disons qu'il faut une immense éducation. Une immense éducation du pays. C'est clair. Pour ne pas recommencer à tromper facilement, comme ça, j'ai été trompé, une immense éducation. Et cette éducation, nous pensons qu'elle peut se faire en utilisant les moyens modernes rapidement. Je ne pense pas qu'il faille 50 ans, ni même 20 ans, comme je le disais autrefois. Avec les moyens modernes. Récemment, on m'a posé la question. L'éducation nationale, comment vous le voyez? Je dis, écoutez, je vois l'éducation nationale comme on voit l'éducation nationale partout, il faut moderniser, etc., nombre de classes, de professeurs. Cependant, je ne crois pas que ce soit ça la solution véritable. Tout en faisant cela, disons-nous ceci, il y a des moyens que depuis Gutenberg, nous utilisons l'imprimerie, l'école, le livre, la salle de classe, le professeur. Continuons, mais cependant, à l'heure actuelle, il y a autre chose. Ah, mais bien sûr. Et voici mon idée. Voici mon idée que j'exprime depuis quelque temps. Je m'excuse de prendre quelques minutes en plus de la réponse, mais je crois que c'est fondamental. C'est fondamental. Les pays développés, la France, les États-Unis,
l'Angleterre, l'Allemagne, au moment où ils se développaient, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont tous scolarisés, général. Et ça a été fait fin 19e, début 20e siècle. C'est bien que la radio naît, réalité du 20e siècle. La télévision naît après la Seconde Guerre mondiale. Quand la radio et la télévision arrivent, elles arrivent dans un pays qui est déjà scolarisé. Tout le monde sait lire et écrire. Alors, qu'est-ce que la radio et la télévision vont faire? L'information et l'entertainment, le divertissement. Correct. Donc, la radio et la télévision se sont développées et spécialisées dans le domaine de l'information, les news, et l'entertainment, le divertissement. Mais nous pensons haïtiens, ne pensons pas comme les Américains, des Français que nous ne sommes pas. Nous, quand la radio naît chez nous, quand la télévision arrive chez nous, de quel pays? Dans un pays où la majeure partie de la population ne sait pas encore lire et écrire. L'analphabétisme était à 70-80% quand la radio et la télévision sont arrivées chez nous. Donc la radio et la télévision ne peuvent pas avoir la même fonction qu'en France ou aux États-Unis. La radio et la télévision doivent avoir une fonction principale d'éducation. Ce sont des médias extraordinaires, mais ils doivent être utilisés pour instruire le peuple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des news, il faut avoir des news. Je ne dis pas qu'il faut avoir de l'entertainment, du divertissement, c'est légitime. Mais il faut centrer la fonction des médias sur la tâche qui nous attend, à savoir éduquer le peuple entier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, et c'est là mon mot, on m'a dit, oui, mais vous demandez à l'étranger, par exemple, qu'est-ce que vous demandez à l'étranger en éducation nationale? Des livres, la formation de la profession. J'ai dit, bien sûr, je continuerai à demander à l'étranger des livres, de la formation de professeurs, des salles de classe, de nouvelles écoles, mais je demanderai à l'étranger des écrans partout avec leur équipement. Parce que si je mets des écrans à mon bec crochu, c'est pas seulement 20 élèves dans une classe qui vont voir le programme éducatif à distance que je vais utiliser, c'est l'ensemble de la population. Je vais m'arranger donc selon des tranches horaires de manière à faire l'éducation des élèves qui doivent être scolarisés, mais aussi des adultes qui doivent être alphabétisés et qui doivent recevoir une formation de base. Qu'utilisons à fond les médias nouveaux que sont la radio, la télévision, actuellement l'électronique, etc., des choses, des merveilles nouvelles. Mais utilisons-les pour sortir le peuple de l'illettrisme en Haïti et donner une éducation à tout le monde. On peut le faire. J'avais même apporté de Caracas, où j'étais en exil, un petit appareil qui permettait d'apprendre aux paysans, en même temps qu'ils apprenaient à lire, à écrire l'alphabet, etc., leur apprenait comment planter des choux, comment planter des carottes, en utilisant cet alphabet. Je l'avais apporté en disant, voilà ce que nous avons fait, nous allons faire en Haïti. La méthode à couder, on ne nous a pas permis de le faire. On ne nous a pas donné le temps de le faire, parce qu'en Haïti, qui s'occupe des problèmes sérieux, on s'empresse de les combattre, on s'empresse de les dénigrer au lieu de les aider, de contribuer à faire avancer les choses. Mais c'est ça, l'orientation de la politique haïtienne. Il nous faut nous mettre sérieusement à résoudre les problèmes sérieux, et ils sont graves, du peuple haïtien, c'est-à-dire du plus grand nombre. Monsieur le professeur, nourrissez-vous des ambitions politiques personnelles en tant que secrétaire général et leader politique du RDNP en cas d'une éventuelle vacance présidentielle? Oh, ma réponse est simple. J'ai toujours été franc, direct. Je ne suis pas un homme qui cherche à mentir ou à cacher mon jeu. Bien sûr, la réponse est oui. Mais la réponse est oui, mais. Il faut bien comprendre. Oui, mais. Oui, c'est clair. À la phase où je suis parvenu, au niveau que la Providence m'a permis, auquel la Providence m'a permis d'accéder, par la formation que j'ai eue, par l'expérience que j'ai accumulée, le niveau de savoir qu'on veut bien me reconnaître, le patriotisme qui, chez moi, est une vertu qui ça ne changera jamais. Je ne vois aucune mondialisation qui peut m'empêcher d'aimer Haïti, d'être fier d'être haïtien et de vouloir me consacrer au bien d'Haïti. Je le disais à un ami hier, on me posait la question, c'était avant hier à New York. Écoutez, de même que le poète français Aragon, parlant de sa femme, de sa compagne, Elsa, a écrit, pour dire qu'il l'aimait, a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Le Fou d'Elsa. Eh bien, moi, je suis le fou d'Haïti. Je suis comme ça. Personne ne peut plus me changer. Je suis haïtien jusqu'au bout de mes ongles. Donc, la tâche haïtienne est
pour moi quelque chose de fondamental et je sens une responsabilité, tant que je vis, de donner quelque chose dans ce qui concerne Haïti. Troisièmement, les circonstances politiques. Je suis à la tête d'une formation. J'ai déjà été président. Mon passage a été favorablement commenté. Si je peux encore donner, c'est un devoir de donner. Et en même temps, pour moi, c'est un plaisir. J'ai une jouissance de contribuer à faire avancer ce pays. Ça, c'est le oui. Donc, oui, si les circonstances se présentent, et que mon parti me présente, je suis un homme de parti, ne l'oubliez pas. Je ne me suis pas présenté comme candidat à la présidence en Haïti. J'ai fondé un parti politique. Mes compagnons de parti luttent avec moi pour changer le pays. Donc, si mon parti me désigne, bien sûr, je réponds oui, parce que ça correspond à une aspiration chez moi. Cependant, quand je dis oui, il y a un mais. Ah, mais bien sûr, il y a un mais. Nous n'allons pas accéder au pouvoir dans n'importe quelle condition. Écoutez, on ne recherche pas le pouvoir pour le pouvoir. Si je recherchais le pouvoir pour le pouvoir, j'aurais fait mes 5 d'abord. Parce que je savais ce qu'il fallait faire pour rester au pouvoir. Alors vous pensez que quand le général Nanfi a commencé son coup d'État le mardi, je n'étais renversé que le dimanche. Entre mardi et jeudi, je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour rester au pouvoir. Bien sûr, je savais ce qu'il fallait faire pour rester au pouvoir. Seulement, mes principes, ma conviction, ma foi démocratique ne me permettaient pas de le faire. Je l'ai dit à plusieurs reprises, tous les Haïtiens le savent. Moi, je ne vais pas au pouvoir pour tuer du monde. Je respecte la vie d'autrui et je pense que nous devons apprendre en Haïti à respecter la vie d'autrui. Il n'est pas question de ça. Ensuite, je pouvais l'exiler, bien sûr. La Constitution interdisait l'exil. Donc il me fallait, étant donné que je l'ai envoyé à la retraite et en résidence surveillée le vendredi soir, il me fallait attendre la semaine d'après pour négocier avec une ambassade étrangère et obtenir pour lui l'acceptation qu'il soit ambassadeur à l'étranger. Je comptais l'envoyer à un poste diplomatique à l'étranger. Ils nous ont renversé le dimanche. Voilà ce qui s'est passé. Donc, nous disons ceci. Il faut quand même que le pays enfin comprenne que nous devons arriver à une ère nouvelle, où l'on respecte la vie, où l'on respecte les droits, où l'on respecte les libertés, où on a l'état de droit. C'est dans ces conditions qu'il faut gouverner Haïti. C'est dans cette condition, dans ce chemin qu'il faut mener Haïti. Avec nous, c'est clair que si nous devons aller à la bataille politique, c'est qu'il y a la possibilité de changer la vie, et nous prenons ce risque, nous nous combattons avec courage pour faire triompher cette possibilité. Mais si les conditions étaient telles qu'il fallait passer par les fourches codines d'une puissance étrangère qui choisit, il faut accepter ces conditions à l'avance pour être président, eh bien à ce moment-là, c'est évident que moi, personnellement, je ne suis pas l'homme d'un tel itinéraire pour venir au président de la République. Je pense que le peuple haïtien mérite qu'il y ait une équipe de gouvernement capable de penser aux problèmes haïtiens pour le bien haïtien, avec l'aide de l'étranger, avec l'assistance de l'étranger. Mais non pas qu'on nous dise il faut faire ceci simplement parce que l'étranger a un intérêt à ce que les Haïtiens fassent cela, même si c'est au détriment du bien de notre peuple. Donc nous disons oui, mais oui, parce que nous sommes une force politique au service du bien commun, mais c'est-à-dire qu'il nous faut créer les conditions qui permettent de donner un gouvernement progressiste à résultat positif pour la majorité du peuple haïtien. Monsieur le professeur, quel conseil donnerez-vous à titre de patriote et d'homme politique aux dirigeants haïtiens pour combattre l'arbitraire qui sévit au pays à l'heure actuelle? Oh, écoutez, c'est une question difficile parce que la réponse n'est pas aisée puisque vous me posez la question suivante finalement. Je m'excuse de simplifier. Voici quelqu'un qui ment. Quel conseil vous donnez-vous pour cesser de mentir? C'est ça. Parce que vous comprenez bien la situation. Vous me dites quel conseil je leur donnerais pour qu'il n'y ait pas d'arbitraire. Mais il faudrait qu'ils changent. Il faudrait qu'ils changent leurs pratiques et qu'ils changent eux-mêmes leurs convictions. Voilà moi ce que j'ai dit, écoutez. Et je crois que c'est important qu'on fasse une petite allusion à cela au cours de cette entrevue. Vous savez, les hommes qui sont au pouvoir, ce n'est pas par hasard qu'ils sont arrivés au pouvoir. Ils ont voulu le pouvoir. Ils l'ont recherché, ils l'ont eu, par les méthodes qu'ils voulaient. Mais attention, ils ont leur conception du pouvoir. Ah, attention. Les hommes qui sont à l'heure actuelle au pouvoir ne sont pas des adeptes de la démocratie libérale représentative. Ils ont leur doctrine, ils l'ont exposée.
Au cours des campagnes électorales d'Aristide, des campagnes d'avant d'Aristide, avant même les élections, il a dit ce qu'il voulait. Nous savons quelle est la conception. Ce n'est pas la démocratie libérale. Aristide, je l'ai rappelé, dans un cahier du Chidac, le numéro 2, qui est apparu il y a à peine quelques semaines. Aristide à Paris, quelque temps avant de retourner en Haïti pour être candidat, disait qu'il est contre les élections pour arriver au pouvoir. C'est pas la révolution qu'il faut arriver au pouvoir. C'était le thème de mai 68, élection piège à con. Il faut bien comprendre, ces gens appartiennent à une tendance, une gauche, la théologie de la libération, le marxisme de type castriste, ils ne l'ont jamais caché. Donc ils ont leur conception du pouvoir, ils ont leur conception de la révolution. Ce n'est pas la conception du respect des libertés fondamentales, ce n'est pas la conception des droits humains. Non, ils utilisent les violations des droits humains des autres pour se faire valoir, mais eux-mêmes peuvent se permettre volontiers, si la révolution l'exige, si la nécessité de garder le pouvoir l'exige, ils ne tiennent pas compte des droits humains des autres. Il faut bien comprendre. Donc, quel conseil je pourrais leur donner? D'abord, évidemment, de changer de pratique, c'est évident, de cesser de faire des abus, cesser prendre une attitude correcte vis-à-vis de la démocratie, mais changer leur propre conception de la politique et leur propre doctrine politique, ce qui est difficile à réaliser pour des hommes qui sont déjà au pouvoir, c'est-à-dire qui estiment avoir déjà réussi en arrivant au pouvoir, et maintenant il leur faut appliquer leur programme révolutionnaire. Et c'est la raison pour laquelle, écoutez, vous savez, j'ai écrit quelque chose qui a beaucoup frappé ceux qui l'ont lu. Je dis que pour changer Haïti à l'heure actuelle, il faut que quelque chose intervienne. Si on laisse aller les choses, on ne va pas retourner à la démocratisation. Au fur et à mesure, ce gouvernement exécute un plan de contrôle total de tout l'espace politique haïtien. Total, dans tous les domaines. C'est le plan qui est à l'heure actuelle en exécution à travers les organisations populaires qui restent fidèles au pouvoir, quand certaines sont critiques du pouvoir, à travers la rue, dans la mesure où on peut encore faire exprimer la rue comme support, et à travers l'utilisation des moyens du pouvoir, c'est-à-dire la contrainte et la force. Donc, moi je crois qu'un simple élargissement du pouvoir ne suffirait pas. Il y a des leaders politiques qui demandent, qui disent, donnez-nous des portefeuilles et alors ça ira mieux. Donnez-nous des portefeuilles pour faire quoi? Donnez-nous des portefeuilles pour sucrer le ministre et les partisans du ministre qui sont les membres du parti qui détiennent le portefeuille. Écoutez, c'est pas ce qui va changer la situation du peuple haïtien. Nous avons vu ce que ça représentait. Des partis ont été au pouvoir pendant toute la période de 86, de 88, après notre chute, à aujourd'hui. La plupart des partis ont eu un ministre, un tel ministre de l'Éducation nationale, un tel ministre des Relations extérieures, un tel ministre. Ils ont eu des ministres qui ont été là. Est-ce que ça a changé la situation du pays? Non, parce que donner des pouvoirs aux partis, aux leaders des partis politiques, c'est simplement leur dire, voilà, vous avez un os à sucer, et lui, arrivé ministre, il cherche les membres du parti à nommer des postes importants. C'est pas ça. Il faut une politique gouvernementale. Et ça, cette politique gouvernementale, elle ne peut pas consister à des répartitions de portefeuille. Il faut un programme de gouvernement. Un programme de gouvernement qui serve de plateforme commune. Il faut une unité de commandement. Je dis ceci, on parle de l'union des partis, des rassemblements, le consensus. Pour que ça, messieurs, pas entendu, mais nous sommes appelés au rassemblement. C'est pour indiquer que nous voulons l'entente. Mais pas l'entente de n'importe quelle façon. Comment voulez-vous vous asseoir avec des gens qui au départ vont essayer de tirer de grâce sur eux, dire des choses incroyables et vous donner au monde, quoi, un spectacle de division. Un tel dit ceci, l'autre dit même pas d'accord. C'est la cacophonie. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons une symphonie haïtienne. Or, pour avoir une symphonie, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne vais pas entrer de la musique, ce n'est pas mon domaine, mais néanmoins, on en sait quand même un petit peu. Il faut préparer les choses, composer, que les instruments s'accordent, que tel jeu, même en solo, trouve un orchestre d'accompagnement et ça donne un son, ça donne un unisson, comme nous disons en français. Eh bien, écoutez, l'union de tous les Haïtiens, nous en voulons, mais nous disons, préparons cela. Est-ce que nous pouvons nous entendre sur ce certain nombre de choses? Cherchons ces points d'entente avant d'arriver à une conférence quelconque. Parce qu'il faut préparer cette conférence. Nous irons à la conférence quand nous serons sûrs d'être d'accord sur un certain nombre de choses que nous allons tous proposer et la conférence sera un succès. Mais pas seulement cela, pas seulement les points de plateforme, pas seulement une résolution commune, mais l'unité de commandement. Ah, voilà où les leaders politiques hésitent, sont réticents parce qu'ils ont des ambitions qui ne sont pas réalistes. Il y a des réalités dans le pays, il y a un rapport de force dans le pays, il y a une position dans le pays. En 1803, Haïti, lendemain de guerre civile, Toussaint Rigaud
Dessalines a combattu Pétion, Pétion a combattu Dessalines. 100 congrès de l'Arcaïe, on s'entend, un drapeau. Que fait Pétion? Pétion dit, ah écoutez, c'est Dessalines qui sera le général en chef. Et Pétion se savait supérieur à Dessalines au niveau de sa surface internationale, au niveau de ses relations, au niveau de son instruction, au niveau de ses biens, etc. Individuellement, il se croyait supérieur à Dessalines, ou il se jugeait. Cependant, Dessalines, voilà l'homme qui est bien placé pour faire l'indépendance. Christophe de même, et on a fait l'unité autour de Dessalines. Je donne 2 exemples récents. Nicaragua, Chili. Au Nicaragua, il y a le mouvement sandiniste. Que font les autres? Eh bien, ils se sont réunis, non seulement une plateforme, mais ils ont eu une candidate représentant l'UNO, Violeta Chamorro. Donc, tous les indépendants et les opposants au mouvement sandiniste se sont réunis derrière la candidature de Violeta Chamorro. Ainsi, elle a réussi. Au Chili, qu'est-ce qui s'est passé? Pinochet était là. 40% de support dans la population. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on disperse les voix, Pinochet demeure. La coalition se fait, la convergence démocratique se fait. Mais qu'est-ce qu'on fait? Non seulement on est d'accord sur un programme, mais on a choisi le candidat du Parti démocratique chrétien. On a choisi Patricia Alouine et tout le monde, socialiste, communiste, démocrate chrétien, tout le monde derrière la candidature de Patricio Alouine. Et c'est ainsi qu'ils ont gagné, qu'ils ont pu réussir. Donc il faut aussi, à côté de la nécessité de l'union, les points d'accord, la résolution, la plateforme, il faut l'unité de commandement pour aller au combat. Le temps nous fait défaut, professeur Maniga. Ma dernière question pour vous est, avec ce climat d'insécurité qui existe en Haïti, comment les autres partis politiques peuvent donner une opposition valable au gouvernement? Ah, mais faire de la politique en Haïti, surtout la bonne, c'est un risque quotidien. C'est un risque quotidien. C'est clair. Nous arrivons quand même. Vous savez qu'il y a des partis qui se réunissent régulièrement chaque semaine. Il y a un groupe de 5 partis qui se réunissent chaque semaine et fait des échanges de vues sur la situation. Et récemment, ils ont pu faire un communiqué conjoint. C'est le RDNP, le PAMPRA, le MRN, le FNCD et la Génération 2004. Ils ont pris une position commune sur la question, par exemple, du CEP, à notre avis, ce qu'il faudrait faire. De même, quand il y a des questions importantes, il y a des prises d'opposition qui se font, par exemple, quand il y a arbitraire, violation, assassinat de leader politique, etc. Il y a des protestations. Nous sommes là comme une force, je dirais une force héroïque. Parce que l'insécurité est réelle, la preuve, ce qui vient de se passer dans le pays. Mais il faut continuer. Il faut persévérer parce que Haïti n'est pas condamné par une je sais quelle malédiction à vivre constamment, comme disait Firmin, sous la tyrannie et de la misère et l'ignorance au XXe siècle. Il faut qu'il y ait des gens qui se battent pour une autre Haïti. Il faut qu'il y ait des gens qui se battent pour changer la vie. Nous sommes de cette catégorie-là. Nous sommes de cette race-là d'Haïtiens à se battre avec persévérance pour changer la vie de la majorité du peuple haïtien. Bon, monsieur le professeur Maniga, je vous remercie d'être venu. Et au nom de tous les membres de Télé Lumière, je vous dis merci. Et chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi ce programme. Bonsoir et bon week-end. Ça a été mon plaisir et mon devoir. Vous allez repartir quand?
Chers téléspectateurs de Télélumière, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Télélumière sur la situation socio-politique d'Haïti. Je suis Daniel Labranche. Nous avons comme invité un politologue dont la compétence, l'intégrité, l'amour du pays et la bonne réputation sont connus de tout le monde. Il est aussi l'auteur de 2 succès de librairie, Une voix pour, lisons, Une seule voix pour 2 voix, un seul lit pour 2 rêves et la crise haïtienne contemporaine. 2 livres qui embrassent et couvrent objectivement les problèmes d'Haïti. Je vous conseille d'acheter ces livres. Nous sommes honorés et privilégiés de recevoir une nouvelle fois à notre studio un éminent professeur, un ancien président d'Haïti, le professeur Leslie François Maniga. Bonjour, monsieur le professeur, et bienvenue à Télélumière. Bonjour, mon cher Daniel, et merci de cette introduction flatteuse. Et je suis très heureux d'être une fois de plus au studio de Radio Lumière. Et comme toujours, je suis non seulement disponible, mais je suis toujours ravi d'avoir l'occasion d'un dialogue avec la communauté haïtienne partout où elle se trouve, particulièrement dans la région de Boston, et de parler de choses qui nous intéressent, c'est-à-dire le présent et surtout l'avenir de notre petite patrie bien-aimée. Monsieur le professeur, on a mis l'accent sur la célébration du 20e anniversaire du RDNP. Quelles sont, d'après vous, les meilleures réalisations du parti au point de vue politique? Au niveau politique, je crois que le parti a rempli une fonction essentielle, je dirais même indispensable, contribuer à la conscientisation du peuple haïtien d'une manière générale. Donc on a pris le temps qu'il fallait, 20 ans, pour faire triompher un certain nombre d'idées, pour faire passer un message et pour faire admettre qu'il nous faut, comme nous l'avons dit, concevoir, dire et faire la politique autrement. Aujourd'hui, chaque fois qu'un parti politique se forme, puisque les gens veulent former des partis politiques, ils sont en train de prendre dans ce patrimoine que nous avons créé, une politique d'idées, de messages. Ils disent la même chose, simplement il faut un nouveau parti. Mais en réalité, la plateforme politique était déjà là. Nous avons largement contribué à populariser un message qui consistait à dire que l'unité du peuple haïtien est impérative face à la situation actuelle. Nous y reviendrons, que ce pays mérite, ce peuple mérite aussi de connaître la démocratie, les bons côtés de la démocratie, évidemment adaptés à la situation haïtienne, que ce pays a un besoin ardent de justice sociale pour mettre fin à des inégalités inacceptables, et c'est incontestable que ce message a passé, et puis surtout, il est grand temps qu'on prenne au sérieux les problèmes de ce pays et qu'on les traite en patriotes, car il est indispensable que nous prenions en main nos affaires, que, comme disent les Américains, le inner drive, la poussée intime, l'initiative vienne de nous, même si nous avons besoin, et nous accueillons, nous avons besoin de l'aide étrangère au fur et à mesure que nous nous développons, avec pour moi l'idée que certains contestent, mais pour moi est fondamentale, l'idée que nous devrons à un certain moment dépasser la phase où l'aide étrangère est indispensable et nous libérer en quelque sorte de cette aide en remerciant les donneurs d'aide, mais nous n'en avons plus besoin. Taïwan l'a fait. Taïwan a fait un développement sur plusieurs années, même des décennies. Mais Taïwan avait prévu qu'il y avait ce qu'on appelle le phasing out. C'est-à-dire à un moment où je peux marcher par mes propres moyens, je n'ai plus besoin de votre aide. Vous m'avez aidé à me consolider, à me fortifier, à me mettre sur pied. Je vous remercie, j'apprécie. Mais il doit y avoir un moment où je peux marcher par moi-même. Le phasing out. Donc nous devons avoir un objectif, à savoir faire en sorte que les efforts haïtiens permettent à Haïti de vivre. Monsieur le professeur... Mais alors, attendez, c'est le premier aspect, la conscientisation, puisque quand même, il faut que je réponde plus amplement à la question. D'abord, les idées générales. Ensuite, un message particulier. Mais surtout, je crois que nous avons contribué à faire prendre conscience aux Haïtiens de la gravité de la crise générale du pays. Que ce n'est pas une crise superficielle, ce n'est pas un problème de changement de gouvernement, autre que je m'y mette. Non, le problème est plus profond, plus fondamental. C'est une crise de structure, c'est une crise de système économique, social et politique. C'est en réalité, comme je l'ai souvent démontré, la fin d'un monde haïtien,
la fin du système social, la fin de ce que j'appelle la société traditionnelle et la naissance obligatoire, mais qui n'est pas encore là, d'une autre société, que nous ayons un projet de société pour reconstruire Haïti, la société moderne dont Haïti a besoin, et malheureusement, elle frappe à la porte, elle ne peut pas entrer. Donc notre problème à nous est de laisser mourir la société traditionnelle. Elle a déjà fait son temps, mais de construire la société nouvelle. Et c'est là que nous sommes. Nous sommes dans cette crise-là, à ce moment précis, où il y a le passage qui ne se fait pas, qui se fait douloureusement, qui se fait tragiquement, qui se fait parfois de manière désespérée, comme la situation actuelle. Mais le passage doit se faire d'une société ancienne à une société moderne. Donc nous avons contribué sur ce plan à faire prendre conscience de ça. Mais alors, attention, nous avons établi un réseau structuré pour constituer une force politique. Oh, je ne veux pas dire que nous avons atteint notre objectif à 100%, non. Mais au moins, nous nous sommes donné cet objectif de structurer le pays, de quadriller le pays. À l'intérieur, nous sommes présents dans tous les départements, nous sommes présents dans toutes les communes, nous sommes présents dans toutes les sections rurales. Pas un nombre suffisant pour l'instant, c'est possible, c'est même vrai, mais nous travaillons, nous continuons. Et d'autre part, à l'étranger, je crois pouvoir dire, sans immodestie, mais en toute vérité, que nous sommes la seule formation politique être présent dans 10 communautés haïtiennes de l'extérieur, là où il y a du monde, en quantité et en qualité, et nous avons 3 antennes dans d'autres régions, ce qui signifie que nous couvrons toute la diaspora haïtienne. Vous allez à Montréal, Ottawa, ici Boston, Chicago, New York, Washington, Miami, Paris, Cayenne, vous trouvez des branches régionales du UNDP en fonctionnement avec leur comité directeur, leurs activités. Parce que je suis ici maintenant, c'est pour fêter avec la branche régionale de Boston le 20e anniversaire du parti. Mais c'est le comité directeur de Boston qui a organisé toutes les activités, toutes les manifestations, y compris celle-ci. Donc nous avons donné l'exemple d'une formation politique moderne dont le pays a besoin pour entrer en démocratie. Puis enfin, nous avons été au pouvoir. Ah, mais ça c'est une des grosses réalisations du RDNP. On a été au pouvoir. On a vu le type de gouvernement que nous avons donné à ce pays. On a vu les approches des problèmes. On a vu les débuts de solutions en 4 mois et demi. On a vu ensuite des orientations progressistes. On a vu ce qui a été annoncé, qui devait être déclenché à partir d'octobre dans tous les domaines. Écoutez, le peuple s'en souvient. Le peuple se rappelle qu'on prenait attention à ces problèmes de vie chère, par exemple, que nous combattions la vie chère, qu'on avait pris des mesures pour réduire le coût de la vie, que Nanfi, après nous, a bénéficié, par exemple, de l'importation de riz que nous avions fait pour casser les prix. Mais on dit riz Nanfi, mais non, c'est le riz Maniga, tout le monde le sait. Nous avons combattu l'environnement, le drame, le désastre écologique. Nous avons fait notre travail là, nous avons fait venir les petits chéris pour empêcher qu'on continue à abuser de nos bois pour faire du charbon. Nous avons commencé la route de Carrefour. Nous avons même payé les gens, dédommagé les gens pour que la route puisse commencer. On n'a jamais vu la route se faire après notre départ. Mais ce n'est pas de notre faute. Nous avions prévu pour la jeunesse haïtienne 3 universités de technologie. Cap, Port-au-Prince, Caille. Une seule à Aîné, sous la forme d'un institut qui se trouve sur la nationale numéro 1. Les 2 autres ne sont pas, on n'en parle plus. Et surtout, c'est parce que nous voulions une véritable université de technologie. Avec une grande ambition pour Haïti. Quand nous devons aller très haut. Nous devons viser très haut parce que le pays est très bas. C'est très important. Il y a des tas de choses que, par exemple, nous sommes préoccupés de la diète des Haïtiens. Nous avons une diététicienne qui a défini pour nous comment on pouvait faire une diète suffisante et équilibrée à partir des produits haïtiens, à partir des ressources haïtiennes, quand nous nous préoccupions de l'alimentation de l'haïtien. C'est tout à fait naturel, normal. La corruption, écoutez, on a été, il faut le dire, un gouvernement modèle à cet égard. La contrebande, nous avons formé des brigades mixtes, c'est-à-dire fonctionnaires et police, de manière à attaquer le problème dans les ports où se faisait la contrebande. Jacmel, Saint-Marc, Cap, Gonaïve, etc. Ces brigades étaient en fonctionnement. On voyait que nous prenions les problèmes au sérieux. L'équipe gouvernementale, écoutez, les gens le disent, je répète après eux, on trouve rarement dans l'histoire d'Haïti au XXe siècle cette qualité de ministre constitué un cabinet ministériel. Mais c'est la vérité. Et ce n'est pas des gens du RDNP. Attention, je précise cela. Il y avait dans le cabinet, j'insiste là-dessus à chaque fois, 3 membres du RDNP et 1 sympathisant connu. Tous les autres étaient des gens à qui nous avons demandé de collaborer, qui n'appartenaient pas au parti. Est-ce que vous voyez un président de la République choisissant un ministre des Finances, position clé, qui n'est pas de son parti?
Écoutez, parce que nous voulions faire des choses sérieusement, nous n'avons pas l'intention de venir prendre les caisses, voler, à ce moment-là, il faut avoir un ministère des Finances à soi pour voler. Non, un homme qui n'était pas de notre parti, ministre des Finances du gouvernement. Il faut comprendre que nous prenions des problèmes au sérieux. Nous étions sérieux. Nous voulions faire avancer ce pays. Nous voulions enfin changer la vie au pays d'Haïti. Ce sont des organisations remarquables du RDNP. Écoutez, puis maintenant la jeunesse que nous sommes en train de former, et qui est l'avenir du pays. L'avenir du parti d'abord, l'avenir du pays ensuite. Mais c'est pour les jours qui viennent, vous comprenez bien, les années qui viennent, les décennies qui viennent. Quand on travaille commence aujourd'hui, les résultats seront dans 20 ans. Ah, voilà. Et c'est là que je dis que le peuple, nous avons éduqué le peuple haïtien en partie, on n'a pas réussi dans tout, mais à certaines idées fondamentales. On doit faire un développement progressif en Haïti, graduel. Et que le paysan haïtien, j'ose le dire chaque fois avec fermeté et assurance, le paysan haïtien est mieux préparé que le citadin pour admettre ce genre de raisonnement. Quand le paysan haïtien sait que son maïs qu'il plante aujourd'hui, c'est dans 3 mois qu'il aura à l'école. Il ne peut pas manger le maïs tout de suite pour l'avoir planté vendredi, il mange le maïs le lundi. Il sait que c'est 3 mois. L'avocatier, il sait que c'est 5 à 6 ans. Le manguier, il sait que c'est 3 à 4 ans. Donc quand il plante le manguier aujourd'hui, il attend le bénéfice seulement dans 3 ou 4 ans. Donc autrement dit, le paysan, de par ses activités quotidiennes, de par la nature de ses fonctions agro-rurales, le paysan sait qu'il faut attendre des bénéfices à terme. Oh, c'est à ça qu'il faut éduquer tous les Haïtiens. Nous travaillons aujourd'hui, nous aurons les résultats dans 15 ans. Vous comprenez bien, les Dominicains, aujourd'hui, conquièrent le marché haïtien. Tout le monde en parle, tout le monde en parle. C'est la grosse affaire. Mais nous autres, du RDNP, l'étude des problèmes fondamentaux de ce pays, nous avons depuis 1982 écrit un article dans notre revue L'Alternative qui disait la conquête du marché haïtien par la République dominicaine. Depuis 1982, il y a 17 ans. Ah, mais oui, parce que les Dominicains ont commencé dans les années 70. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le produit de travail qui a commencé dans les années 70. C'est-à-dire qu'ils ont commencé dans les années 70 et 20 ans, 30 ans après, ils obtiennent le résultat escompté. Voilà ce à quoi il faut apprendre l'haïtien à penser, la méthode de penser, l'esprit de quelque chose, la conception. Ça, le rôle du RDNP est fondamental. Constamment, nous écrivons, nous publions, nous avons eu l'Alternative, nous avons eu le Rassemblement, nous avons eu la Voix du RDNP, on a eu les cahiers du SUDAC, on a eu les publications, dont j'avais mentionné quelques-unes, notamment la crise haïtienne contemporaine. Nous avons contribué largement à faire penser l'haïtien dans une certaine direction. Seulement, ce qui reste, c'est qu'aujourd'hui que l'haïtien est conscient de ses problèmes, voit ses problèmes, a des solutions de ses problèmes. En large partie, grâce à nous, il faut passer à l'acte. Et c'est là que nous avons un problème. Tous les haïtiens savent maintenant quels sont les problèmes d'Haïti. Il n'y a pas un haïtien sérieux, s'occupant de politique, il ne peut pas vous dire, voilà, le problème est ceci, le problème est cela, la solution est ceci, la solution est cela. Mais que faisons-nous pour apporter les solutions? Car aujourd'hui, nous savons quelles sont les solutions. Nous savons quelle est la maladie. Nous savons quel est le remède. Mais est-ce que nous allons acheter le remède à la pharmacie pour administrer ce remède aux malades? Ah, c'est là que nous avons notre grande faiblesse. Nous ne passons pas à l'acte. C'est une faiblesse, c'est un déficit opérationnel en Haïti. Les gens se plaignent, les gens sont mécontents, les gens savent ce qu'il faudrait faire, et cependant, on continue à se plaindre, à accepter, à résigner, ou à bougonner, ou à protester, mais passer à l'acte de guérison. Ah, ça, c'est là, et c'est là le gros travail du RDNP à l'heure actuelle, incontestablement la conjoncture présente, quand c'est une conjoncture terriblement difficile, terriblement grave, le malade a besoin d'aller à la salle d'urgence, à la salle des soins d'urgence. Et c'est pourquoi nous autres, nous croyons que nous pouvons, avec la compétence que nous reconnaissons, ce n'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire d'équipe à élargir, n'est-ce pas, à d'autres, mais la compétence que nous connaissons, que nous pouvons réunir, avec le sérieux avec lequel nous avons donné des problèmes, avec notre foi, que le malade ne mourra pas, mais peut sortir estropié, invalide. Il faut que nous soyons un malade qui se guérisse et qui retrouve la pleine santé. Donc il faut cette compétence, il faut ce souci de guérison. Nous croyons que nous constituons l'équipe de sauvetage national du pays. Les 20 ans du RDNP consistent incontestablement à avoir réalisé quelque chose qui est nouveau dans la vie politique haïtienne et qui n'est pas courant non plus. Il n'y a pas plusieurs RDNP
Je souhaiterais qu'il y ait plusieurs ADNP, il n'y en a pas, malheureusement, mais nous en avons quand même quelques autres. Nous n'avons pas dit que nous sommes absolument les seuls. Non, nous n'avons pas cette arrogance. Mais nous disons que nous avons donné au pays le premier exemple de parti structuré moderne, s'occupant sérieusement de l'action politique, sachant qu'il est un agent de l'intermédiation politique, comme les banques sont des agents de l'intermédiation financière, et que nous avons donné à ce pays l'image d'une formation qui a un objectif, un message, un programme de gouvernement, des militants, des adhérents, des sympathisants, des électeurs, comme nous allons avoir l'occasion, j'espère, de le montrer. Nous faisons tous les efforts, en tout cas pour cela, de manière à ce que nous constituions vraiment l'image d'une de ces unités de sauvetage national dont le pays a besoin, et la démocratie fonctionnant entre 2 ou 3 de ces unités, c'est notre idéal, et non pas 40, 50, 60, 2 ou 3 pour simplifier la scène, et pour clairement montrer les options entre lesquelles le peuple doit choisir. Monsieur le professeur, le sénateur Irvelt Chéry a fait cette déclaration à Washington. Je cite, « La drogue constitue une très grande menace pour la démocratie haïtienne. Elle contrôle et manipule le processus électoral actuel. Si cela persiste, la drogue contrôlera totalement, à travers les élections, le système politique haïtien et constituera une menace pour la démocratie dominicaine et pour la région. » Qu'en pensez-vous? Bon, je pense que d'abord le sénateur Irvelt Chéry, je dois le dire en toute objectivité, il n'est pas de notre parti, c'est évident, il appartient à l'OPL, mais nous ne considérons pas le sénateur Irvelt Chéry comme un adversaire, et nous ne considérons pas le sénateur Chéry comme quelqu'un qui dit n'importe quoi pour la galerie. C'est un homme sérieux, c'est un homme qui lucide, c'est un homme qui s'intéresse à des dossiers importants du pays, et j'ai toujours considéré que le sénateur Chéry n'est pas une voix partisane, mais une voix patriotique et nationale. Bon. Ceci dit, sur ce qu'il dit, sur le problème de la drogue, il est incontestable que la drogue a pris une importance considérable dans la vie haïtienne, la vie sociale, la vie économique et la vie politique. Nous avons eu les premiers balbutiements de la drogue politique sous Jean-Claude Duvalier. Vous vous rappelez qu'il y avait eu quelques histoires qui avaient commencé, même des proches de Jean-Claude avaient été arrêtés à Porto Rico, etc. C'était la grande première. Tiens, Haïti dans la drogue. On ne s'y attendait pas. Bon. Puis ça s'est développé depuis, malheureusement, et c'est devenu un problème aussi sérieux que le sénateur Irvelt Chéry le décrit. C'est effectivement un gros problème. Et vous savez, dans un pays aussi pauvre que chez nous, la drogue peut faire des ravages considérables. D'abord parce que les gens ont besoin urgent d'argent immédiat liquide. Et la drogue est l'un des moyens par lesquels on obtient l'argent immédiat liquide, c'est évident. D'autre part, on ne fait rien pour avoir ça. On ne fait rien, il suffit simplement d'être placé dans un circuit, dans un réseau. Donc, il n'y a pas à travailler pour, il y a à recevoir et transmettre, surtout quand on bénéficie de l'impunité, sous un régime favorable, ou sur un régime indulgent ou complice. Donc, il y a là quelque chose. Ensuite, allons plus loin. Ce qui est grave en Haïti, c'est que dans un pays aussi pauvre, les gens ayant besoin d'être riches très vite, ne trouvent comme activité quotidienne, sociale, économique, mais aussi politique, parce qu'ils ont besoin de moyens politiques, que de recourir à la drogue. Et nous entrons dans un phénomène qui était connu chez nous, la narcopolitique. Haïti, ce n'est pas seulement un pays où le trafic de la drogue est devenu important comme passage, comme transition vers les États-Unis, à travers parfois la République dominicaine ou même Porto Rico. On a évalué que 20% de la drogue consommée aux États-Unis, venant de Colombie, etc., passerait par Haïti. 20%, c'est énorme. Énorme. Donc, je crois que le sénateur Irvelt Chéry a raison de jeter l'alarme sur la gravité de la situation, d'autant plus que la drogue, quand elle pénètre quelque part, il est difficile qu'elle en sorte. On ne connaît aucun pays, jusqu'à l'heure actuelle, aucun pays à s'être débarrassé de la drogue quand la drogue s'y est installée. Or, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux phénomènes qui sont graves, et je crois que le sénateur Irvelt Chéry les souligne. Premièrement, c'est que le contrôle des réseaux amène au contrôle du territoire. Évidemment. Les trafiquants de drogue ont besoin de sécurité. Ils trouvent d'abord, dans certains pays, la sécurité concrète de leur propre organisation, puis la sécurité réelle de régimes complices,
puis l'établissement d'un contrôle du territoire, d'un contrôle du pays pour permettre l'acheminement facile de la drogue vers les points de destination. Donc il y a effectivement le problème d'un pays qui se trouverait entre les mains des caïds de la drogue en parfait contrôle. C'est le premier risque de la situation, la première menace grave. Mais la deuxième concerne notre avenir de peuple, notre avenir d'homme. Parce que vous savez, Haïti n'a pas l'argent pour consommer la drogue comme aux États-Unis. La drogue va aux États-Unis, mais une partie reste toujours au pays. D'autant plus que le paysan ne sait pas ce que c'est. On m'a raconté des tragédies, par exemple, dans la région du sud-est ou du sud, où des paquets de drogue sont lancés soit à la mer, soit à partir d'avions sur terre. Des paysans, ça tombe dans des paysans, ils croient que c'est de la farine, et puis ils vont consommer, vous comprenez? Alors que manifestement, le paysan n'a pas envie de consommer de la drogue, mais ça part. Il croit que c'est de la farine qui est tombée du ciel, qu'on a une manière d'envoyer la nourriture, et il croit que c'est une nourriture qu'il peut consommer. Même temps, allons à la jeunesse. La jeunesse, elle, va consommer la drogue de manière délibérée, consciente et malheureusement systématique. Or, tout le monde sait, il suffit de visiter les centres où l'on essaie de guérir les drogués pour voir la dégradation humaine qui attend le drogué. La dégradation. Moi, j'avoue que j'ai été absolument impressionné de visiter de tels centres en France et au Canada. C'est terrible, c'est la déshumanisation qui se fait, c'est la dégradation de l'organisme et du mental, de l'intelligence. Nous ne pouvons pas promettre à notre jeunesse un tel avenir. C'est évident, c'est grave. D'autant plus que ce n'est pas seulement la jeunesse dorée qui passe ses loisirs à consommer de la drogue, c'est aussi la jeunesse pauvre. Et cette jeunesse pauvre, comme elle n'a pas l'argent, elle va voler pour acquérir la drogue. C'est la délinquance dont la drogue est l'origine, la source. C'est bien connu dans les pays étrangers. Ça se fait maintenant chez nous, vous comprenez? Un pays qui a déjà tant de malheurs, un pays qui a déjà tant d'infirmités, un pays qui a déjà tant de déficits, un pays qui a déjà tant de handicaps, un pays qui a déjà tant de choses atroces, aujourd'hui féroces sur le plan politique. Voilà que vous allez ajouter la calamité de la drogue à ce qui nous est promis. Non, je crois qu'il faut réagir, et je crois que le Mme Chéri a raison d'avoir insisté sur l'importance du trafic de la drogue et les dangers de la drogue. Maintenant, s'il y a des aspects plus particuliers propres au sénateur Mme Chéri de ces affirmations, qui sont des accusations, évidemment, il en prend la responsabilité. Je n'ai pas, personnellement, les éléments de dossier qui lui ont permis de faire certaines affirmations directes et précises sur le plan politique. Je sais que c'est un homme sérieux. S'il le dit, c'est qu'il a des raisons de le dire. Il est fondé à le dire. Cependant, moi-même, je ne peux que le citer et répéter après lui. Je ne peux pas affirmer de moi-même parce que je n'ai pas les éléments qui lui ont permis de faire ces déclarations. Mais je crois que c'est un problème important. Il a attiré notre attention sur quelque chose qui doit être l'objet d'une vigilance de la part de l'intérêt public. Monsieur le professeur, le climat d'insécurité qui existe en Haïti permet-il la tenue des élections honnêtes et crédibles? Je réponds tout de suite non. Sans hésitation. On n'a pas besoin d'avoir de nuances sur la question. Le climat d'insécurité tel qu'il existe à l'heure actuelle rend, je dis quasi impossible, c'est une concession que je fais verbale, mais en réalité il faut dire impossible, rend quasi impossible des élections sérieuses, correctes et décentes. Je n'ai pas question d'élection démocratique, évidemment. Je parle d'élection décente en Haïti. Le climat actuel ne le permet pas. L'insécurité a atteint un comble en Haïti. Et cette insécurité est telle que chacun se sent visé. Chacun peut être victime. Donc une insécurité générale, une insécurité quotidienne, une insécurité délibérée et voulue pour créer le climat de peur, le climat d'intimidation, l'opération d'intimidation, et même, disons-le, un état d'esprit de panique, car vous ne vous imaginez pas. Vous êtes à l'extérieur, mais vous avez des nouvelles. Il y a des gens qui, à l'heure actuelle, vendent leurs biens pour quitter le pays, au plus vite. Je connais plusieurs cas autour de moi. D'autres en connaissent aussi, parce que c'est un phénomène, c'est un courant. Les gens, le président du BED lui-même, du CEP lui-même, Manus, l'a dit il y a 2 jours, les gens ne sortent plus la nuit. À la tombée du soleil, au coucher du soleil, les gens sont chez eux.
Ne sortent plus. Parce que la rue appartient à d'autres. Et même en pleine journée, les Ingléndo agissent. Les Ingléndo, on sait ce que ça veut dire, il y a plusieurs variétés des Ingléndo. En dehors des bandits tout court, on sait qu'il y a des gens qui sont commandités pour faire le crime. Qui font le crime absurde, le crime qui est apparemment gratuit. Par exemple, on a mitraillé un jeune, le jeune Léonidas, sous sa galerie. Personne n'a essayé de monter pour prendre sa bourse ou son portefeuille en partant, pas du tout. On l'a simplement mitraillé sur sa galerie. Autrement dit, ce sont des crimes gratuits à effet spectaculaire, de manière à instaurer une peur quotidienne, permanente, dans tous les comportements des citoyens. Il est évident que si cette peur existe à ce niveau-là, si cette insécurité arrive à ce paroxysme chez nous, écoutez, ou la sécurité pour les candidats qui vont faire campagne. Quand on voit ce qui s'est passé le 28 mai, quand on voit ce qui s'est passé au Parc Vincent, quel est le candidat qui va sortir en sécurité pour faire campagne? Quel est l'électeur le jour du vote qui va se présenter pour voter quand il craint qu'un attentat ait lieu, un assaut ou une reddition du 29 novembre ou 80-87, tout ceci est dans l'air. Autrement dit, il y a une menace qui pèse sur les élections, plus qu'une épée de Damoclès, une menace concrète, réelle, quotidienne, sur la tenue de ces élections. Peut-être que des gens, pourquoi je dis peut-être, des gens ne veulent pas de ces élections. C'est évident. On a fait une tactique dilatoire. Comprenez bien la situation haïtienne. Vous savez, je suis un historien, je fais toujours appel à une évolution des choses. Nous aurions dû avoir des élections en novembre-décembre 98. Puisque le président Préval nous a déclaré le 11 janvier que le Parlement est caduc. Si le Parlement est caduc en janvier 1999, on aurait dû avoir des élections en novembre-décembre 1998 pour avoir les remplaçants de ceux qui partaient en janvier, comme le président Préval l'a déclaré. Il n'a pas fait ces élections. Il était chef d'État. Hein. Attention, l'actuel CEP n'était pas là. On ne peut pas dire que c'est un membre actuel du CEP qui sont responsables. Mais lui, il était chef d'État. Donc il avait en charge d'organiser les élections, de les faire organiser par le CEP. On n'a pas eu ça. Donc en janvier, Parlement caduc. On est en situation de dictature. Car il n'y a pas de contrôle du pouvoir exécutif. C'est la définition élémentaire de la dictature. Un homme qui gouverne seul par lui-même fait ce qu'il veut, selon ses caprices, parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite, il y a quoi? Il n'y a rien. Donc on est seul. C'est-à-dire on va faire des élections avec un homme qui est en situation de dictature. Mais c'est déjà compromis. C'est le premier accro. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On nous dit il faut attendre l'année prochaine pour l'échéance. Mais ce n'est pas vrai. On a trompé le peuple haïtien. À partir du moment où les élections n'ont pas eu lieu en décembre 2018, le Parlement est caduc, on le renvoie, il le renvoie de force. Évidemment, il coupe le budget, il enlève les voitures et tout. Mais à partir du moment où il faut faire des élections tout de suite pour les remplacer. Il n'y a pas une échéance d'un an, c'est pas vrai. Il faut tout de suite faire des élections pour remplacer ceux qui sont partis. On a attendu un an, tout le monde était d'accord sur le prétexte d'échéances constitutionnelles qui n'existaient pas que dans l'esprit des manipulateurs de l'opinion, de ceux qui nous ont pris dans le piège. Mais on a attendu un an. Mais maintenant, attendant un an, on a dit, bon, on va faire des élections en novembre. En novembre, non, c'est pas possible. On va les faire en décembre, second tour en janvier. Et voilà qu'aujourd'hui, on va les faire en mars. On est supposé vouloir les faire en mars. Et on a attendu avant de dire le deuxième tour. Pourquoi? Et quand on a dit le deuxième tour, on a mis le deuxième tour 6 semaines après. 6 semaines après. Il y a manipulation évidente, de manière à créer une situation de différer, jusqu'à arriver à quoi? À ce que, ouvertement, ça se dit, les organisations populaires le disent, le Bendup l'a dit, avoir une seule élection en novembre-décembre. Autrement dit, on veut réaliser le télescopage de 2 échéances électorales distinctes pour en faire un seul bouillie vidé, où on peut dire de la tête aux pieds, mettez telle croix, mettez le coq, etc., comme c'était en 90, et on fait passer ces gens sans savoir qui est candidat. On a besoin de savoir maintenant qui est candidat. On n'a qu'à mettre la croix là où il faut, et puis c'est fini, tout le monde passe. Mais ce n'est pas sérieux. Vous comprenez bien? Quand vous voyez un parti politique, et je suis très ferme à cet égard, je ne le dis pas parce que c'est Aristide de Lavalas. Aristide de Lavalas, ça ne m'intéresse pas. Je dis un parti politique. Il se trouve que c'est le parti d'Aristide de Lavalas. C'était un autre, je le dirais de la même façon. Ce n'est pas contre Aristide que je suis contre la pratique et la méthode. Quand vous voyez un parti politique dire il est contre des cartes électorales avec photo, mais écoutez, dites-nous, la carte électorale avec photo pose des problèmes. Comment vous allez faire pour atteindre tous les pays là où ils le sont? Je vous prends au sérieux si vous le dites. Et je dis donc il y a un problème à résoudre. Mais ne dites pas que vous êtes contre
la carte électorale avec photo. Parce que c'est une garantie essentielle pour éviter un certain nombre de fraudes, surtout que la photo se trouve aussi sur le registre. C'est une acquisition démocratique et un progrès. Vous êtes contre. Dans l'affaire des 19 sénateurs, vous en faites une condition sine qua non, alors que ces messieurs, soi-disant élus, n'ont jamais été validés. Écoutez, c'est une réalité. Il faut simplifier, faciliter le déroulement des élections. Non. Maintenant, bon, ils sont contre la date, évidemment, des procédures, le Conseil. Mais là encore, parce qu'ils ne contrôlent pas tout à fait le Conseil. L'espace de concertation a au moins 3 représentants au Conseil. Eh bien, parce que l'espace de concertation qui s'est fait complice du gouvernement dans cette affaire, je le regrette personnellement, j'en suis même malheureux parce que l'espace de concertation comporte des partis que nous avons l'habitude de considérer comme démocratiques et jouent avec nous le jeu démocratique du changement. Bon, bref, ils ont commis ce qui est à mes yeux une erreur évidente et ils ont accepté d'entrer dans une grande coalition et de participer au conseil, au comité électoral. Mais là, voilà, c'est furieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le contrôle des 9. Ils voulaient les 9. Comme avant, de manière totalement sûre de faire ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Il y a un camp qui montre à l'opinion publique qu'il ne veut pas d'élections correctes et ne veut pas des élections qui viennent. C'est pas nous qui les identifions, c'est eux qui s'identifient. Ce qu'ils ont fait le 28 mai. Ils ont interdit une manifestation où un point de vue différent du leur allait s'exprimer. Ils l'ont interdit, ils y ont mis fin. Et ils ont dit qu'ils étaient la balance. Ils ont dit, c'est eux qui sont identifiés. À la cathédrale, la même chose, ils se sont identifiés. Et ils ont fait une manifestation sacrilège à l'intérieur de la cathédrale. Mais ils se sont identifiés. Vous comprenez bien? Donc à ce moment-là, vous avez clairement un parti qui, par sa stratégie, met en cause le sérieux des élections, la correction des élections et de même la possibilité d'avoir des élections. Alors le problème est simple. Ou bien, puisqu'ils ne veulent pas faire des élections correctes, il faut les obliger à les faire, effort national, effort international, ou bien ce n'est pas eux qui les feraient. C'est la logique. Je ne dis pas il faut faire ceci ou cela, le pays doit savoir ce qu'il doit faire. Mais si on a un parti politique souché au pouvoir, avec des moyens importants, de l'argent, l'administration de ce côté, une partie de la police, des fanatiques, un certain appui international partiel, parce qu'ils ont perdu à cet égard, et surtout des hommes de main armés, mais si un tel secteur s'oppose à la tenue d'élections démocratiques, correctes et libres, eh bien le pays doit se dire, il faut les y forcer, comment? Ou alors, il faut que ce ne soit pas eux qui fassent ces élections. Ça me paraît d'une logique totale. Sinon, on sait déjà à quelle sauce on va être mangé. Monsieur le professeur, on parle d'une éventuelle alliance entre l'OPL et le RDNP. Pouvez-vous nous donner plus de précisions? Oh, vous savez, on a battu la grosse caisse autour de quelque chose qui était seulement en train de germer. On a été jusqu'à faire du sensationnalisme dans les médias au sujet d'une alliance entre l'OPL et le RDNP. Mettons les choses à leur place. Il y a eu une déclaration d'un membre de l'OPL qui s'appelle M. Sauveur-Etienne. Et il a été le premier, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne les deux partis, à annoncer qu'il y avait effectivement quelque chose entre l'OPL et le RDNP. Puis, le même Sauveur-Etienne a fait une deuxième déclaration, devant la sensation soulevée par sa première déclaration. Il a fait une seconde pour confirmer qu'il y avait effectivement quelque chose. Et je dis qu'il a été honnête. Hein. Simplement, il a, à notre avis, révélé quelque chose, mais ce n'est pas de sa faute si les médias s'en sont emparés et en ont fait une affaire extraordinaire. Puis le sénateur Yvel Chéry, devant l'ampleur donnée à la nouvelle, le sénateur est intervenu et a fait une mise au point que nous avons qualifiée d'excellente, disant les choses comme elles sont, disant aussi quelles étaient les espérances possibles, et nous avons dit, après ce qu'a dit le sénateur Yvel Chéry, c'est à ce moment-là seulement que nous sommes intervenus nous autres, après ce qu'a dit le sénateur Yvel Chéry, il n'y a plus rien à ajouter, ce serait prématuré. Voilà tout ce que les partis ont dit à ma connaissance. Après, Gérard Blanchard est intervenu, à Moment Créole, à d'autres émissions, pour dire qu'effectivement, il y a un des pourparlers, etc. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. Je suis ferme et clair à cet égard. Deuxièmement, il n'y a même pas d'accord formel.
Il n'y a aucune formalisation d'accord entre le RDNP et l'OPL. Donc, il n'y a rien qui soit formellement, institutionnellement, publiquement nouveau sur la scène politique en ce qui concerne l'OPL et le RDNP. Je tiens à être clair à cet égard. Il ne faut pas tromper les gens. Il ne faut pas dire le contraire de la vérité. Il ne faut pas prendre des soupirs pour la réalité, des vœux pour la réalité. Il n'y a rien de tel. Cependant, et c'est dans le cependant que c'est important, il y a eu un rapprochement entre l'OPL et le RDNP. C'est vrai. Ce rapprochement a été objectif, c'est-à-dire que nous nous sommes trouvés sur les mêmes positions. Après l'accord du 6 mars entre l'espace de concertation et le gouvernement, nous sommes les partis qui sont restés sur la ligne stratégique d'une opposition à ce qui se fait à l'heure actuelle, parce que nous sommes contre, parce que c'est mauvais pour le pays, on ne peut pas s'y associer, on ne peut pas y être complice, on ne peut pas y participer, on ne peut lui apporter aucun appui, il faut une stratégie oppositionnelle. Nous nous sommes trouvés d'accord sur cette situation-là. Bon. Maintenant, bien sûr, il y avait des rapports personnels entre les dirigeants qui ont facilité quelques contacts. Puis, il y a eu des conversations. Oui, c'est vrai, il y a eu des conversations. Et ces conversations ont révélé quoi? Qu'il y a, en perspective, des possibilités d'accord entre l'OPL et le RDNP sur certaines zones bien déterminées. On a exploré, on n'a pas fini, on est en cours, mais on a exploré ces zones d'accord, on a trouvé que bon, il y a ceci conviendrait des deux côtés au cours des échanges intellectuels, des échanges d'idées. On a abouti à un ensemble de points de convergence entre l'OPL et le RDNP. Ceci n'a pas été formalisé. Pas encore. Donc on continue à explorer ensemble jusqu'où on pourrait aller. Dans une négociation de ce genre, quand ça prend du temps, ça doit prendre du temps, nous sommes des partis sérieux. On ne va pas faire un bruit vidé juste pour la démagogie et pour la galerie. Quand ça prend du temps, qu'est-ce qui se produit? Les faits ont été excellents, parce que dans l'opinion publique, on a largement approuvé l'idée de rapprochement, et même d'une alliance, comme les gens l'ont dit, entre l'OPL et le RDNP. Les gens ont dit, c'est ce cas, il faut le faire, on a espoir, s'il y a ça, il y a une alternative, etc. Bon, ça a été très bien accueilli, je dirais à 90%. Parmi ceux qui ont opiné, les gens ont opiné en sens favorable. Bon, il y a 10% qui n'étaient pas d'accord, c'est normal. Et puis il y a surtout tous les autres. Bon, c'est normal que la famille ne soit pas d'accord, mais ici nous parlons des gens qui regardaient les deux partis sans être partisans de la famille. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe aujourd'hui qu'étant donné que ça a été annoncé depuis déjà quelques semaines, les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une difficulté? Et certaines personnes dans les deux camps commencent à dire, est-ce que vraiment c'est une alliance, c'est une chose désirable? Est-ce qu'il n'y a pas des objections? Autrement dit, il se produit ceci, qu'une fois la dynamique de l'alliance annoncée, les gens deviennent impatients et deviennent interrogateurs. Ou bien ils supposent qu'il y a des difficultés là où il n'y en a pas, ou bien ils commencent à se dire, cette histoire que nous avons prise avec enthousiasme au début, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut? Est-ce qu'il n'y a pas des risques? Est-ce qu'il n'y a pas des dangers? Si bien que, à mon sens, et je donne mon opinion personnelle, à mon sens, plus ça traîne, plus ça met en cause l'ampleur et la solidité de l'espace d'accord entre les deux parties. Mais là, c'est une stratégie qui n'est pas nôtre. C'est une stratégie de deux partis. Ce n'est pas le RDNP. Le RDNP peut-être souhaiterait un rythme un petit peu plus rapide ou moins lent à l'évolution des choses. Mais je comprends fort bien qu'un partenaire sérieux puisse avoir à tenir compte de ce nombre de circonstances, du passé, de sa propre structure, de sa base, etc. Donc, il y a ce que nous considérons, nous, du RDNP, je le dis avec toute la franchise qui me caractérise, il y a une lenteur des choses que nous ne considérons pas comme la condition idéale pour la réussite d'un véritable accord sérieux après lequel il n'y aurait pas de higang. Ce que nous voulons éviter, c'est annoncer un accord et puis après montrer qu'on n'est pas en accord, qu'on est en désaccord. Comme ça se voit dans des groupes politiques qui disent nous sommes d'accord et puis quand il y a des difficultés, chacun dit séparément ou fait séparément. Nous pensons que s'il faut faire quelque chose, je dis bien s'il faut, je ne dis pas il va falloir, on est en train. Je dis s'il faut faire quelque chose, ce qu'on considère, eh bien pour le faire, il faut que ce soit sérieux, profond, durable. Et que ceci puisse aller, si possible, nous le souhaitons, au-delà d'un accord électoral,
pour envisager la direction de solution des problèmes du pays. Et ça, c'est sérieux, ça prend du temps, c'est évident, on ne peut pas faire ça très vite. Voilà ce que je peux dire sur le rapprochement incontestable, mais sans accord formel jusqu'ici, sans aucune alliance, mais le rapprochement incontestable entre l'OPL et le RDNP. Monsieur le professeur, pouvez-vous faire le résumé de la situation sociopolitique du pays? Bon, oh là là, bon, vous me posez là une question de colle, comme on dit aux examens des étudiants. Écoutez, moi je dirais qu'il y a à l'heure actuelle une accélération de l'histoire en Haïti, une accélération de l'actualité politique. Les choses deviennent plus denses, les choses deviennent plus lourdes. Quand on va en Haïti, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui pèse sur les esprits des gens, sur les cerveaux, une chape de plomb. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en Haïti est malsain d'abord, il faut le dire avec force, est malsain. Et deuxièmement, ce qui se passe en Haïti va à un rythme tellement accéléré qu'on ne sait pas où ça peut brusquement nous mettre comme pays, comme peuple, comme État et comme nation. D'abord, les choses sont malsaines en Haïti. Tout se fait en dehors des normes. Le gouvernement actuel ne fait les choses que, un, s'il trouve un intérêt politique, deux, s'il trouve un intérêt financier, car ce sont des grangeurs, c'est eux-mêmes qui ont dit, c'est pas nous qui nous les cités, ou troisièmement, s'ils sont obligés de le faire pour ne pas perdre de pouvoir ou sous pression internationale. Autrement dit, il n'y a pas un souci du bien public, du bien commun, qui amène à prendre tel risque, à oser telle politique, à avoir de l'audace de réalisation. Non, on n'agit que si, un, il y a un profit politique à tirer. Deux, un intérêt matériel à satisfaire, s'enrichir. Trois, on est contraint, soit par la situation intérieure, soit surtout par la pression de la communauté internationale. Autrement dit, avec un tel régime, on ne s'occupe pas de manière sérieuse des problèmes sérieux pour trouver des solutions sérieuses. Regardez les réalisations dites du gouvernement. Allez voir la route de Titanien, qui devait être inaugurée il y a 2 ans. C'est une route déjà en lambeaux. Déjà en lambeaux. Eh oui, allez voir le sud, la route du sud. Elle devait être terminée depuis longtemps, l'argent a été décaissé. La moitié n'est pas faite, et la moitié qui est faite imparfaitement. La route pour Prescaille. Allez voir la route qui mène au plateau central. De la route nationale numéro 1 vers le plateau central. Elle aurait dû déjà être terminée. L'argent est dépensé, la route est loin d'être achevée. Écoutez, ce n'est pas par hasard. Si un cas se produit, on peut dire, ah, c'est une erreur, c'est une faute, un tel est responsable, c'est telle compagnie, tel ingénieur. Mais c'est tous les projets de route stratégiques, transversales, ce qui est très important. Quand ces routes, on en a besoin. Mais ces routes sont dans un état lamentable, ne sont pas achevées, et l'argent a été dépensé. Où est passé l'argent? Ce n'est pas sérieux. Tous les comportements des gens au pouvoir montrent que nous sommes entrés dans une période où l'immoralité publique est la norme. Et ceci est malsain. Le piège. Il n'y a plus de parole d'honneur. On est intelligent quand on trompe quelqu'un. Vous comprenez? Voilà des nouvelles normes du pays. On est intelligent quand on trompe quelqu'un. On est supérieur en intelligence à quelqu'un quand on a réussi à le tromper. Voilà les critères de comportement. Et on a besoin de quelque chose, on le prend. On le prend. On ne travaille pas pour le travail productif, là, ici, sans oublier cela. On prend ce dont on a besoin à quelqu'un qui l'a. On ne sait pas de quelles conditions il l'a obtenu. Quel sacrifice il a fait pour l'avoir? Il a travaillé pour l'avoir. Sa voiture, un beau jour, pop, sortait. Le chauffeur, le propriétaire chauffeur s'en va, et puis on s'en va. Avec, ou bien on conduit ouvertement à Port-au-Prince, avec, ou bien on envoie dans la République dominicaine. Vous comprenez? Il s'est produit quelque chose dans ce pays. Une déliquescence morale qui atteint toutes les couches de la population, de la tête aux pieds. Même le peuple, le petit peuple, affamé, est obligé de se débrouiller. Et alors chacun vous dit en Haïti aujourd'hui, ah, ma petit business. Qu'est-ce que c'est que faire un petit business en Haïti aujourd'hui? Chacun fait un petit business. C'est-à-dire qu'il faut trouver un petit argent à se mettre quelque part. On le fait de n'importe quelle façon, n'importe comment, etc. Donc il n'y a plus de règles morales, il n'y a plus de normes à respecter, il n'y a plus de travail productif, il s'agit simplement d'avoir. C'est grave. Le pays est malsain. Dans tous les comportements, le climat est malsain. On le sent. Je dis un mot très fort, c'est malpropre.
ce qui se passe à l'heure actuelle. Et ce n'est pas seulement physiquement malpropre, où dans les rues on voit les excréments, n'est-ce pas, portés par les eaux des rigoles, ou bien n'importe qui. Écoutez, les Haïtiens sont arrivés à un point, je m'excuse de dire ça, mais il faut dire la vérité, parce qu'il faut qu'on prenne conscience que c'est inacceptable ce que je fais à l'heure actuelle. Je ne dis pas n'importe quel Haïtien, mais n'importe où à Port-au-Prince, on peut voir le spectacle de quelqu'un qui s'arrête et qui fait pipi sur l'aile d'une voiture, l'aile avant, l'aile arrière d'une voiture. En pleine ville, face à la banque centrale du pays. Je le vois constamment. Ou bien quelqu'un qui s'arrête, qui se met à côté et qui fait le plus grand besoin. Il n'y a pas de latrine publique, il n'y a pas de Vespasienne, il n'y a pas de gens par un bar ou autre. Quand vous êtes à l'étranger, vous entrez dans un bar, vous allez à la toilette. Mais ça n'existe pas. Et là, j'ai des besoins. Et ils sont 2 millions presque, en tout cas certainement plus de 2,5 millions dans l'agglomération port-au-prinçienne. C'est des gens qui ont des besoins. Il n'y a pas de service. Les services n'ont pas cru. La population est passée de 250 000 à 1,5 million. Mais les services ne sont pas étendus pour donner ce qu'il faut à ces populations pour vivre et répondre à leurs besoins. Donc c'est évident qu'on fait n'importe quoi. Le pays n'est pas seulement physiquement malpropre, le pays est aussi moralement malpropre. Voilà où nous en sommes. Mais c'est le premier aspect de la tragédie. Le deuxième aspect de la tragédie haïtienne, c'est que les choses brusquement se mettent à un rythme accéléré. Qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu, le renvoi de Banuel. Immédiatement après l'assassinat de l'ami. Immédiatement après l'affaire de la cathédrale, au funérailles de l'ami. Après, vous avez eu l'affaire du parc Vincent. Vous avez eu le massacre de Carrefour le 28 mai, vous avez eu le massacre de Carrefour dans la nouvelle série. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on se dit, mais où allons-nous? On a le vertige de la peur et de la panique. Et le pays est arrivé à un point. J'ai dit, les gens ont été étonnés que j'ai dit cela, mais j'ai pesé mes mots. J'ai dit de mémoire d'homme et de mémoire d'historien, on n'a jamais vu une situation de cette qualité-là. Et j'insiste, de cette qualité-là. Je ne dis pas qu'on n'a pas eu pire avant l'occupation américaine. Le pays était en anarchie totale. C'est ce qui explique qu'on a assassiné un chef d'État réfugié dans une ambassade, on l'a coupé en morceaux, on a traîné des morceaux dans les rues. C'est évident que c'était le fond de la rigole politique. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des situations qui aient été à un certain moment pires, momentanément pires, des événements. Je dis que c'est la première fois qu'on a cette qualité-là qui dure, comme j'aime dire, la catastrophe qui végète et devient la norme de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Et c'est ça qui est grave. L'Haïtien s'enlise dans une situation catastrophique. Il le sait. Il proteste, il est mécontent. La déception est énorme. Combien de Lavalassiens de 1990 qui aujourd'hui sont insatisfaits, déçus, mécontents et critiques, car ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. En 90, ils ont confié leurs espoirs, ils ont investi leurs aspirations dans un homme et dans une formule. Et en 99, le pays est dans une situation pire. Le peuple avait été manipulé par Duvalier au nom de la réparation sociale. Le peuple vient d'être mystifié par Aristide au nom de la justice sociale. Voilà ce qui est arrivé au pays. Vous me dites un résumé, je crois que c'est ça, un résumé de ce qui est arrivé au pays. Il y a eu manipulation des masses populaires en leur nom pour une réparation sociale. On a investi ça en Duvalier. Duvalier a manipulé les masses. On sait comment les fameuses manifestations, on faisait venir les gens à Port-au-Prince. Duvalier est responsable, Duvalier est responsable en partie de l'accumulation des bidonvilles dans la région port-au-prinçienne, avec des gens venus de l'intérieur. Duvalier a manipulé les masses de manière remarquable, de manière géniale, mais de manière mauvaise pour le pays. Le résultat était la catastrophe. On a dû faire partir le régime. C'était un mécontentement général. Et l'allégresse quand ils sont partis. Mais Aristide est venu, qui était l'opposé de Duvalier. En principe. Le contraire, après le poison, l'antidote. Eh bien, l'antidote s'est révélé un poison pire. Eh oui, puisque qu'est-ce qu'on a? On a, par rapport à tout ce contre quoi on protestait, on a les mêmes méthodes, on a les mêmes pratiques, sous d'autres noms. La corruption, on promettait la propreté et la transparence. La corruption est pire que sous Duvalier. Et un homme de Lavalas, le curé de Sainte-Hélène, qui est un radical aristidien, a dit qu'en quelques années,
les hommes de la Valasse, c'est-à-dire les hommes d'Aristide, ont plus volé que les hommes de Duvalier en 29 ans. Ce n'est pas l'opposition qui l'a dit, nous avons entendu. Donc vous comprenez, là il y a une déception immense. C'était un prêtre qui allait venir établir le régime de la paix, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. On voit le crime triompher, des assassinats odieux, des pièges sanglants donnés aux gens. Mais écoutez, c'est pas ce à quoi on s'attendait. La vie chère. On se disait, bon, maintenant on va avoir un régime qui travaille pour le peuple. Le peuple va pouvoir enfin manger, se loger, etc. Mais la vie est plus chère qu'avant. Les gens sont aux abois. Les gens cherchent le pain quotidien. C'est ça qu'ils ne voulaient évidemment pas. On parlait de dignité, de résistance à l'impérialisme. Charlemagne péraltement. Et puis écoutez, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une invasion militaire étrangère sollicitée par l'invitation d'Aristide. On a eu l'étranger maître chez nous, décidant dans tous les domaines. Le contraire. Autrement dit, c'est le contraire de ce qu'il avait promis. Donc on a un nouvel échec. Échec de l'expérience duvalérienne, échec de l'expérience lavalassienne. C'est clair. Alors, il y a des gens qui étaient à la Valasse en 90, quelle situation ils se trouvent? Il y en a qui sont honnêtes et qui disent, ah non, c'est parce que nous voulions. Moi, je dis qu'ils sont sincères, car ils voulaient le bien du pays. Ils croyaient que c'était là le bien du pays. Ils constatent que non. Ils disent non, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait. C'est pas possible, c'est parce que nous voulions. Ça, c'est des gens honnêtes. Moi, je dis que c'est avec ces gens-là qu'on va reconstruire le pays. Avec les gens qui étaient de la Valasse en 90 et qu'aujourd'hui ne le sont plus parce que c'est parce qu'ils voulaient. C'est donc des hommes qui étaient sincères. C'est ce que d'autres voulaient simplement prendre le pouvoir, avoir les avantages. Ils les ont, tant pis pour le peuple et des promesses. Ah, ceux-là sont dangereux. Ah oui, ceux-là sont dangereux pour le pays. Et puis il y a une dernière catégorie de gens qui sont sincères. Ils sont honnêtes. Ils étaient en 90, ils ont quelques difficultés à changer. Ils n'osent pas changer. Ils ont honte d'admettre qu'ils se sont trompés en 90. Et alors ils continuent à défendre l'indéfendable. Alors moi je crois qu'il faut faire un effort auprès d'eux pour qu'ils acceptent simplement que c'est une erreur. Tout le monde commet des erreurs. C'est une erreur qu'il faut corriger et qu'il faut trouver maintenant la solution correcte, la voie correcte de reconstruction du pays. C'est la raison pour laquelle nous croyons que cela aussi, il faut les travailler, il faut les persuader politiquement, de manière qu'ils rejoignent eux aussi, sans problème, le camp de ceux qui vont reconstruire le pays. Car nous ne jetons aucune exclusive contre des gens. Ils avaient dit Macoute Paladin. Seulement Macoute Paladin, ça signifiait tous les duvalieristes. Ce n'est pas les sbires assassinés criminels. Tous les gens qui ont été duvalieristes. Écoutez, vous allez mettre de côté la majorité de la population à un certain moment. Car à un certain moment, la majorité de la population était derrière Duvalier. Je ne dis pas qu'au départ, lors des élections, cette majorité était là. Je ne dis pas qu'à la fin, non. Mais je dis qu'à un certain moment, la majorité du pays acceptait Duvalier. Les opposants étaient minoritaires ou malheureusement enterrés parce que tués, ou en prison, il y en avait beaucoup, ou en exil. On avait une quantité extraordinaire. Donc le pays, à un certain moment, acceptait Duvalier. Alors si vous dites les duvalieristes, vous allez exclure une bonne partie du pays. C'est pas possible. Vous comprenez? Il est grand temps que les Haïtiens fassent le départ. Quelqu'un vote Duvalier en 57, c'est son droit. Il peut placer son espérance dans Duvalier. Seulement quand le régime montre qu'il est mauvais, c'est s'il continue à l'être qu'il y a un problème. Donc ce n'est pas un ancien duvalieriste qu'il faut écarter. Au contraire, il faut les rappeler à nous. De même pour les Lavalassiens, je viens de le dire. Il faut les rappeler à nous parce qu'ils reconnaissent que ce qu'ils voulaient, c'est parce qu'ils ont obtenu. Il faut maintenant, et c'est le thème fondamental, il faut maintenant une unité, une large unité pour sauver le pays. Nous préconisons cette unité. Nous disons que cette unité a 4 dimensions. D'abord, l'unité du pays, l'unité du peuple. Deuxièmement, l'unité entre les leaders politiques. C'est difficile, nous venons de le voir par des exemples cités. Une unité de plateforme politique démocratique, derrière quoi tout le monde se range. Et enfin, une unité de stratégie. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble pour sauver le pays? Voilà ce que dit le ADNP. Le ADNP ne préconise pas l'unité pour barrer la route au retour d'Aristide. Ça, c'est une unité contre une personne. Non, pas du tout. Nous préconisons l'unité premièrement pour faire face, pour s'opposer à toute menace de dictature d'où qu'elle vienne, de droite ou de gauche. Toute dictature, de quelque signe que ce soit, nous sommes décidés à combattre cette dictature. Il se trouve aujourd'hui que le camp qui se trouve dans la situation de menacer la démocratie se trouve être le camp de Valence, le camp de la famille.
Mais ce n'est pas parce que c'est Aristide ou la famille, c'est parce que simplement, malheureusement, par leur comportement depuis longtemps, par leur comportement plus clair depuis le 28 mai, par les affirmations, par les manifestations, par l'action des organisations populaires, par les positions d'intransigeance, par les sécurités créées, voulues et délibérées, nous constatons que malheureusement, ils sont identifiés comme les gens qui constituent à l'heure actuelle la menace à la paix, à la sécurité et au développement du pays. À ce moment-là, c'est clair que nous disions non à cela. C'est à eux que nous disons non, parce que c'est eux qui sont dans la situation. Mais ce n'est pas ça qui est suffisant pour le RDNP. Nous disons que même s'il n'y avait pas cette menace contre la démocratie, car ici, le Canavalas représente aux yeux de tous les démocrates en Haïti, y compris de ceux qui étaient la Valacie en 90, Caplume et autres, Eco, etc., qui ont fait Aristide. Même s'il n'y avait pas cette menace, il y a nécessité que les Haïtiens s'unissent, car il y a un pays à sauver. Et ça, c'est la raison fondamentale. Et c'est pourquoi j'aime dire, depuis quelque temps, les gens sourient quand je le dis, mais reconnaissent que c'est vrai, nous sommes en 1803. Je le redis ici à New York, mais je l'ai dit largement en Haïti, largement à Montréal, un peu partout. Nous sommes en 1803. Je veux dire par là, en tant qu'historien, 1803 vient, logiquement, après 1800 et 1802. En 1800. Je m'excuse de le redire, mais c'est important. Il faut que les Haïtiens comprennent. Il y a des clous qu'il faut qu'on enfonce. En 1800, Toussaint est en guerre civile, en guerre contre Rigaud. Où est Dessalines? Dans le camp de Toussaint. Où est Pétion? Dans le camp de Rigaud. Et ils se battent de manière acharnée, ils se battent à mort. Toussaint est victorieux. Les gens, des Rigaudins s'en vont en France et reviennent avec l'armée de Leclerc. 1802, qu'est-ce qui se passe? Pétion, dans le camp des forces françaises, bombarde la Crête à Pierrot que Dessalines défend. Deux adversaires qui se battent. 1802, en 1803, qu'est-ce qui se passe? Là, au Caire, Dessalines et Pétion s'entendent et nous donnent l'indépendance quelques mois après. L'union, après deux moments très forts, très exaspérés, exacerbés, de lutte violente, sanglante, mortelle. 1803, l'union, parce qu'il fallait l'indépendance pour sauver tout le monde menacé par les Français. Mais c'est ce que je dis, nous sommes en 1803. Quelles que soient les luttes d'avant, quels que soient les antagonismes, etc., nécessité de l'union pour sauver ce pays. Et le RDNP représente cette chance-là de sauver le pays. Le RDNP s'appelle le rassemblement. R, c'est rassemblement. Nous sommes pour l'unité fondamentale du pays face à la situation actuelle pour sortir le pays de la crise. Monsieur le professeur, nous n'avons pas assez de temps, nous avons seulement une minute. Pouvez-vous me dire un peu de mots? Nous sommes arrivés au seuil du nouveau millénaire. Exact. Un peu de mots. Quelle est votre vision pour Haïti? Eh bien, nous l'avons, c'est dans le slogan électoral du parti à l'heure actuelle. Il est très court, donc ça comblera votre minute sans excéder votre délai de temps. Un pays nouveau, dans un siècle nouveau, au début d'un nouveau millénaire. Changer la vie pour un pays nouveau, dans un siècle nouveau, au début d'un nouveau millénaire, en un grand sursaut national, ensemble, jusqu'à la victoire finale. Merci d'être venu, professeur. Ça a été un plaisir. Pour moi aussi. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Bonsoir et bon week-end.